Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie en direct et en public sur France. Ah non, pardon, désolé, je me suis trompé d'émission. Vous écoutez bien le 103e numéro de votre podcast pop culture préféré, Happy Hour. Je ne suis pas du tout Augustin, je m'appelle Marc et je vais vous guider pendant 2 petites heures d'émission. Néanmoins, la blague était liée à un sujet puisqu'on va consacrer une bonne partie de cette émission aux livres. Vous savez, ces objets en papier qui contiennent une histoire, qui ne nécessitent pas forcément un écran. Il n'y a pas d'image, souvent. Parfois, il peut y avoir des images, ça s'appelle une bande dessinée. Non, on y reviendra. On va parler d'une nouvelle maison d'édition qui a la force et le courage de se lancer en 2026, Label Ouvrage. Pour en parler, on reçoit Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir. Tu es responsable éditoriale de Label Ouvrage. Tu es notamment passée par Bragelonne où tu as été directrice de production. Tu sais donc faire un livre. Oui, je crois que je peux dire ça. Tu es venue accompagnée de quelqu'un que les habitués de l'émission ont souvent entendu ici et qui se trouve être ton associé dans cette aventure. Si toi, tu es un peu la Constance Bonacieux de cet enregistrement, il est Albert, le 5e musicien. Ça me va. Il est la famille. Comme disent les jeunes, c'est le sang. Salut César. Salut Marc. J'aurais bien aimé que tu sois Augustin Trapenard, mais je préfère que tu sois Marc. Parce que de toute façon, il ne répond pas Augustin Trapenard quand on l'appelle. En plus de toutes les choses que tu as déjà fait dans la vie, tu as donc décidé de lancer ta propre maison d'édition, comme si ce n'était pas déjà suffisant. Cette émission ne serait rien sans Planchet et Mousqueton. Salut les gars. Salut. Bonjour. Salut Alexandre et Jean-Victor. Vous l'aurez compris, on va notamment parler des 3 mousquetaires, mais aussi plus globalement vous expliquer comment on fait un beau livre. Et à chaque émission, on fera ensuite le tour de nos coups de cœur pop culture du moment. Et on va donc commencer avec le lancement de Label Ouvrage, de sa campagne Ulule et des 3 romans que vous proposez à l'édition. Est-ce que vous pouvez très rapido, en 2-3 phrases, pitcher le projet? Qu'est-ce que c'est Label Ouvrage? Qu'est-ce que vous proposez? Les gens qui arrivent et qui vous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent acquérir? Non, t'as telle l'initiative de ce joyeux bordel, donc vas-y. L'idée de base, c'est vraiment de faire du très très beau livre. Voilà. Moi, je suis une fabricante de base. J'aime les très beaux livres. Et l'idée de monter ma maison d'édition, c'était de faire des beaux livres comme je l'entends. Alors, en choisissant des textes qu'on aime et en mettant en lumière des artistes qu'on aime aussi. Voilà. Mais j'avais envie de faire des très beaux ouvrages illustrés par des artistes. Voilà. En gros, on veut faire des tableaux qu'on met dans une bibliothèque. Voilà, tableaux-livres. C'est un peu le pitch de base. Voilà. Et après, c'est aussi apporter un regard nouveau sur des œuvres déjà bien connues. Mais l'idée, il y a le regard de l'illustratrice et il y a aussi le regard du préfacier. Et il y a l'objet qui apporte aussi sa part d'éclairage. Voilà. C'est un peu ça, le pitch. Donc le but, c'est d'être dans la bibliothèque de Jean-Victor dans un an. C'est en cours. Oui, j'ai vu, merci. Il a lâché un petit billet, donc normalement, ça devrait se concrétiser. C'est quoi les 3 tomes, les 3 volumes que vous sortez, les 3 romans que vous sortez? T'as spoilé le premier, c'est Les 3 mousquetaires, d'Alexandre Dumas, qui est notre bouquin le plus gros. Pagination de 768 pages très précisément. Pas sûr, mais bon. Oui, à ce stade de l'estimation. Et on a Orgueil et préjugés de Jane Austen et Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc on a fait cette sélection de 3 titres. Après avoir croisé plusieurs tendances, on a fait les top Babelio, les trends TikTok, et on a confirmé ces choix pour s'assurer qu'il y avait une demande pour chacun d'eux. On les a confirmés auprès d'un panéliste. On a fait un vrai sondage à l'ancienne auprès de 400 personnes à qui on a laissé des questions ouvertes, et on s'est aperçu que les quelques choix qu'on avait faits sans qu'on dise on va faire tel bouquin, mais en fait les tops des classements des gens qui ont touché vraiment une population très variée. En fait, c'était pas que les CSP+, ou les consommateurs de livres. On a vraiment laissé le panéliste nous envoyer les gens qui répondraient au questionnaire, 50 questions quand même. Et donc tout ça, on a eu confirmation que ces 3 titres-là étaient demandés, et donc les voici. Trop bien. Et donc, du coup, pour qu'on comprenne bien, c'est vraiment la rencontre entre un texte et une illustration, parce que finalement,
des beaux livres, entre guillemets, ou des belles éditions de romans, il y a déjà quelques éditeurs qui s'y collent. Il y a, je sais pas, toujours moyen d'obtenir Le Seigneur des Anneaux dans une belle édition. Je pense à Toussaint Louverture qui fait du beau travail aussi sur certains textes. Vous croyez vraiment à pousser un peu les curseurs, en fait, peut-être par rapport à la concurrence ? Oui, quand même. Globalement, déjà, on est sur des tirages beaucoup plus limités que Toussaint Louverture, par exemple. Et Toussaint Louverture fait de très belles choses, mais reste sur du brochet. Là, on est vraiment sur de l'exemplaire. On parlait de papier tout à l'heure. L'idée, c'est de choisir un très, très beau papier, d'avoir un relié avec un carton de qualité. C'est vraiment l'idée d'avoir des ouvrages qui durent dans le temps. Voilà. Et avec une mise en avant d'artistes, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, si on cite Toussaint Louverture. Voilà. Oui, tout à fait. Ce sont des beaux bouquins, mais il n'y a pas le côté, il n'y a pas le vrai choix d'aller chercher En fait, des illustrateurs. Mon expérience, notamment chez Brajlon, je me suis aperçue que plus on faisait des beaux ouvrages, parce qu'on en faisait de plus en plus chez Brajlon, et que il y a pas mal de gens qui achetaient le livre pour le lire, mais pas que. Il y avait aussi beaucoup de gens qui l'achetaient juste pour le mettre dans leur bibliothèque. Ouais, parce qu'il y avait l'effet collection, et puis parce que ça faisait joli. On l'a vu avec le phénomène d'Instagram, etc. Des jeunes femmes ou même des jeunes hommes qui mettent des livres côté Jaspage, par exemple, dans leur bibliothèque, voilà, et qui ne lisaient pas forcément. Notamment, mais et je suis d'accord. Enfin, c'est très joli, voilà. Donc il y avait. Je me suis dit que j'étais pas la seule qui aimait les beaux livres, voilà, et qu'il y avait peut-être un public pour ça. Mais c'est marrant parce que la façon dont vous en parlez, j'ai l'impression que ça vient aussi de l'idée de faire la version ultime de livres que vous aimez en vous disant. Est-ce qu'un jour, je pose la question un peu innocemment, est-ce qu'un jour vous êtes tombé sur une édition des Trois Mousquetaires en disant mais merde, quand même, on pourrait faire mieux que ça. Moi, en l'occurrence, quand il y a eu les films de le diptyque il y a 2-3 ans, il y a eu énormément d'éditions qui présentaient comme collector ou luxueuses, qui étaient juste un peu reliées, mais qui avaient une pauvre feuille fleur de lys en couverture, et c'était pas forcément le texte intégral. Ou l'affiche du film dessus. Oui, mais ça, à la limite, c'est le jeu quand c'est du poche, etc. Quoi. Mais là, c'est le bon exemple. Il y avait énormément. Détroit, c'est les Mousquetaires qui a eu le moins d'éditions jolies. Okay. Et donc on répare ce qui est fou quand même, quand tu sais le pilier que c'est dans la littérature française. Quand on est du côté des éditeurs, on sait pourquoi d'ailleurs, parce que ça coûte très cher. 166 pages à ce jour. Oui, c'est une brique, c'est ça. C'est pas pour rien que c'est un des plus chers de ceux qu'on propose, c'est que ça coûte très cher. Et que, du coup, faut rembourser le coût de revient. Faut être sûr d'en vendre, c'est ça le truc. Et du coup, quelles sont les premières étapes en termes de mise en route ? Donc, vous avez l'idée, beau livre, on y va, on se lance. Une idée à peu près des titres, c'est comment ça s'est mis en place ? Alors, il y a quand même eu... Parce que moi, ça fait 1 an et demi que j'y pense à ce projet. Il y a bien eu 1 an, et c'est d'ailleurs toujours pas franchement fini, de recherche et développement autour du prototype, de quel livre on veut faire, à quel prix de vente. Donc c'est beaucoup d'aller-retour entre ce qu'on a envie de faire, ce qui est possible de faire, parce que l'idée aussi, c'était de travailler avec des imprimeurs locaux. Alors quand je dis locaux, c'est en France ou en Italie, voilà. Ce qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'opportunités qu'en Asie, par exemple. Voilà. Mais c'était vraiment pas l'idée. Donc, il a fallu interroger un certain nombre d'imprimeurs qui m'ont répondu au début, parce que on fait un étui qui sort vraiment, pour le coup, de la norme. Je savais que je leur demandais des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Là, vous le voyez pas, mais c'est un étui avec ce qu'on appelle coupe franche, c'est-à-dire qu'on voit le carton apparent. Le carton est teinté dans la masse. Carton teinté dans la masse, ça veut dire qu'il est coloré. Et donc, on le voit. Et donc, ça va faire un cadre qui vient encadrer, c'est le cas de le dire, l'illustration. Donc on est vraiment sur une forme j'avais envie d'un étui tableau, c'est comme ça. Sauf que c'est pas possible partout. Et voilà, il a fallu chercher, pousser un peu les imprimeurs avec qui j'aime bien travailler. Et puis surtout, la difficulté, c'est qu'on passe par un crowdfunding. Donc à partir de là, je n'ai aucune idée du tirage. Et on passe par 3 titres différents. Donc je peux très bien devoir imprimer 50 exemplaires d'un titre et 550 de l'autre. Et voilà. Donc je devais être prête pour toutes les formes de tirage pour déterminer un prix de vente. Voilà, c'était ça le plus compliqué. Donc un an et demi d'aller-retour avec les imprimeurs minimum. Donc ça c'est la première étape en fait. Pour le coup.
puis se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de faire aussi. Voilà. Ok. Et moi, je voulais aussi parler un petit peu du choix des textes et de la manière dont vous êtes arrivé là-dessus. Ce sont 3 textes qui sont libres de droit, j'imagine ? Oui, parce complètement. que déjà, niveau budget, ça règle la question. Et puis en plus, il y a la demande derrière. Ouais, le relationnel avec les auteurs se passe très bien. Alexandre Dumas est super sympa, vraiment. Mais par contre, j'avais une question sur les traductions, puisque les Trois Mousquetaires, forcément, c'est français, mais Le Pot et Orgueil et Préjugés sont des textes qui sont à l'origine en anglais. Wild, pas Poe. T'as dit Poe, oui, pas Edgar Allan Poe. Vous avez corrigé. Est-ce qu'il y a eu plusieurs traductions ? Est-ce qu'il y a des droits à payer sur ces traductions-là ? Je sais par exemple que Toussaint Louverture, dont on parlait tout à l'heure, eux, ils retraduisent. Ils ont sorti, parce que je l'ai acheté, donc ils ont ressorti Anne, la maison au pignon vert, qui est un Green Gables, qu'ils ont fait retraduire, notamment pour des histoires de droit et pour récupérer les droits. Vous, comment vous avez fonctionné sur cette partie-là ? Je vais répondre, c'est ça ? Ils ont testé toutes les traductions depuis 300 ans. Figure-toi qu'on a quand même épluché quasiment toutes les traductions pour voir quelles étaient les meilleures. Et à chaque fois, quand on a choisi... Vous avez un chiffre sur le nombre de traductions typiquement sur Orgueil et Préjugés ? J'imagine que c'est quand même conséquent. Il y en a 4-5 qui se battent en duel parmi les plus utilisés, mais il y en a beaucoup plus que ça en fait. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui, pour les raisons que tu as évoquées, Marc, qui préfèrent retraduire parce que ça peut être un argument de vente, ça peut être... Et il faut retraduire les bouquins au fil du temps, ça c'est important de le faire. Est-ce que ces bouquins-là en avaient besoin ? On a estimé que non, et surtout que on a fait très peu de compromis. On n'a pas fait de compromis au niveau de la fab. Il fallait qu'on en fasse quelques autres au niveau des autres composantes du projet. Celui-là en était un, mais on a sélectionné les textes, pris ceux qui nous paraissaient les meilleurs. Dans le cadre de Dorian Gray, il y a une histoire intéressante, par exemple, c'est qu'on prend celui qui a la réputation d'être censuré, alors que Oscar Wilde est repassé lui-même sur ce texte. Donc on s'est dit, si c'est la version approuvée par Wilde lui-même, prenons celle-là. Tu peux pas faire plus fidèle. C'est ça. Et dans le cadre de Orgueil et Préjugés, on a pris il y en a 2 qui font un peu consensus, donc c'est l'une des 2 qu'on a choisi. Et pareil, là-dessus, il n'y a pas de droit à payer parce que c'est des trucs qui ont été traduits il y a plusieurs décennies. Et voilà. Les traductions sont aussi tombées dans le domaine public, en fait. Même des traductions récentes ? Imaginons demain, il y a une maison d'édition qui retraduit Orgueil et Préjugés, vous pouvez la prendre comme ça ? Non, pas du tout. Non. Là, pour le coup, on doit payer des droits. Il y a des droits d'auteur et il faudra attendre 70 ans que c'est la après le décès de la traductrice pour qu'on prétende à prendre cette traduction-là. Donc, vous avez le texte, vous avez une idée de la maquette complète, en fait. Enfin, à ce niveau-là, tout est déjà prêt dans ta tête en ce moment-là. Tu sais exactement ce que tu veux, à peu près comme... Il y a eu des choix qui ont été faits sur la conception, genre, je voudrais ce papier-là, mais c'est vraiment pas possible parce que c'est trop cher, ou ce genre de choses, ou pas du parce tout. Que 700 pages, et du coup, ça fait péter le... Oui, clairement. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que, César l'a dit tout à l'heure, en fait, notre parti pris, il est d'y aller à fond sur la belle fabrication. Donc, on ne fait pas beaucoup de compromis sur la fabrication en elle-même. C'est-à-dire que c'est un étui qui vaut cher. Ça va être un papier... Parce qu'il faut savoir, le papier, entre un papier standard et un papier premium, on va dire, on multiplie par 3. Le coût. Okay. Et le papier, c'est la moitié du coût d'un livre. Donc, c'est énorme, en fait. Et puis, en plus, les coûts de fabrication ces dernières années ont explosé. Après le Covid, etc., c'est l'enfer. Effectivement, le papier a pris plus 30%. Il a un peu rebaissé là, dernièrement, mais c'est quand même pas fifou, quoi. Donc, oui, là, on n'a pas fait de compromis sur la fabrication. On a dû en faire sur le reste, mais pas sur la fabrication. Donc, on sera sur du beau papier. Un très beau papier, notamment. Ouais, moi, j'ai, en préparant, découvert tout un tas de détails qui m'échappaient complètement sur les reliures, le format, le papier. Alors, j'ai lu que vous vouliez imprimer sur du papier bouffant blanc 1.8. Voilà, je pense que s'il y a 2-3 éditeurs qui nous écoutent, peut-être que ça leur parle. Incroyable. Un auditeur qui a fait le oui, bien sûr. Absolument. Content, on est là. Et d'ailleurs, pour aller jusqu'au bout de mon anecdote, j'ai aussi appris que la Pléiade, qui font aussi de belles éditions dans un autre style, eux, ils impriment sur du papier Bible. Et le saviez-vous, le papier Bible, c'est pas du bois.
Voilà, c'est l'anecdote du jour. Le papier Bible, c'est... je vais dire ça en langage de personne qui ne connaît rien, mais c'est basé sur de la fibre textile. Ok. Voilà. Donc C'est un peu classe. j'ai découvert un univers. C'est hyper intéressant en vrai. C'est pour ça que ça pèse 1 tonne aussi, mais c'est un peu classe. C'est assez classe. Il y a des documentaires sur YouTube qui sont assez intéressants sur leur process de fabrication. Mais bon, c'est une grosse boîte qui a les moyens. Ah bah ils sont ils ont un passif. Oui, oui. On en reparlera dans 50 ans. On sera bon, mais... Dans 25. Donc maquette, papier, texte. L'étape suivante, c'était quoi? Commencer à penser à l'illustration, j'imagine aussi. Alors ça, c'était au tout début. Pour le coup, Okay. on fait tout en parallèle, parce qu'on continue de réfléchir au prototype. Et une des premières choses, c'est qu'on a choisi les textes. Et tout de suite après, on a dû chercher les illustratrices ou les illustrateurs. Et il se trouve qu'on en a trouvé 3 illustratrices. On avait toute une liste. On a fait toute une liste. César le dira, j'aime beaucoup les tableaux Excel. Voilà. Et de gens qu'on aimait, en se posant la question à chaque fois, est-ce que ça serait un bon illustrateur pour le titre choisi? Et il se trouve que les 3 illustratrices parmi nos préférées ont dit oui tout de suite. Et merci à elles, parce que voilà, c'était pas forcément gagné. Donc voilà. Donc finalement, cette étape-là n'a pas pris autant de temps qu'on aurait pu le penser, puisqu'elles ont dit oui tout de suite. Voilà. Contrairement aux préfaces, où là c'était un peu plus compliqué. Ce qui nous a permis d'avoir un temps de développement, ce qui leur a permis à elles d'avoir un temps de développement large, puisque on est arrivé en mode on aime ce que tu fais, si je te dis tel auteur, qu'est-ce que tu ferais toi, et le simple fait de pas avoir un brief précis, mais je disais tout à l'heure, pas carte blanche mais carte grise claire en fait, parce qu'on essayait quand même d'avoir c'était un peu ma question d'après, il y a eu des allers-retours un peu, oui il y en a eu, il y avait oui, puis sur la question de la fabrication pure, est-ce qu'elles ont eu un impact sur, je sais pas, parce que vous voulez mettre un truc et fait quelque chose ou Non, pour le coup, on savait ce qu'on voulait, et là pour le coup, elles ont dû s'adapter à notre format en fait. Mais elles ont apprécié ce qu'on leur a Oui, je pense qu'elles auraient pas dit oui si elles avaient trouvé ça moche, clairement. D'autant qu'elles ont chacune leur carrière qui était lancée, et on a eu de la chance qu'elles nous fassent qu'elle nous consacre du temps entre plusieurs contrats qui étaient lancés en fait. Il y a qui du coup, pour rappeler? On peut les allez-y, je pourrais les citer, mais allez-y, c'est les vôtres. Dans le cadre des Mousquetaires, on a demandé à Juliette Brocal, qui est une character designer dans le monde de l'animation. Elle a participé à Mars Express récemment, mais elle collectionne pas mal de boulot dans ce médium-là. Elle a également une fan artiste, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de fan art sur des fandoms très variés et qui sont presque tous en rapport avec la littérature classique. Et donc, c'est une experte des 3 Mousquetaires. Elle est notamment connue dans le monde pour illustrer les Mousquetaires sur son compte Instagram, entre autres. Et donc, moi, quand j'ai vu ces dessins-là, je me suis dit, le jour où un jour je lance une maison d'édition, ce qui n'arrivera jamais, je demande à Juliette d'illustrer les 3 Mousquetaires. Et il s'avère que c'était parce que toi, tu la connais depuis les Dumariol. On se connaît un peu, voilà, et elle fait partie du collectif Les Dumariol, effectivement. On avait Rutil en commun, une amie en commun qui nous a mis en relation. Ouais. Et avant même que je la côtoie, en fait, j'appréciais beaucoup ce qu'elle faisait, quoi. Et là, en ce moment, elle a le vent en poupe parce qu'elle va sortir sa première BD chez Rue de Sèvres dans 2 mois, là, et elle a fait un financement participatif qui a très bien fonctionné avec son éditeur pour une édition collector. Donc, c'est vraiment une artiste qui intègre l'histoire avec un grand H à la majorité de ses créations, et c'est prodigieux ce qu'elle fait. C'est ma petite chouchou, vous l'avez compris. Ça se voit que tu la détestes. Alors, chouchou, oui et non, je vais y revenir. Parce que la deuxième, elle est pas sympa. Les 3 vont nous écouter. Oui, non, mais je vais me rattraper, c'est pour ça. En deuxième position, on a Anaïs Flony, qui est également extrêmement suivie sur Instagram, mais qui est BDiste accomplie. Elle a déjà sorti 2 titres qui sont respectivement Rivage lointain,
qui est une BD qui a eu la particularité d'être vendue aux États-Unis, qui a même été nominée aux Eisner Awards, qui est un peu l'équivalent des Fauves d'Angoulême de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est les Oscars de la bande dessinée américaine. C'est ça. Et en l'occurrence, donc, elle a aussi un auditoral là-bas. Et l'autre BD qu'elle a fait, c'est Le Jour du Caillou chez Dupuis, sachant que le tome 2 de Rivage Lointain arrive chez Dargaud cette année, si je dis pas de bêtises. Et quand on regarde son compte Insta, on voit beaucoup d'illustrations en costume. Elle aussi, elle a un rapport avec l'histoire qui est qu'on ne peut pas ne pas voir quand on regarde ses dessins. Et il y avait justement, je me suis dit, on va lui poser la question pour Jane Austen quand même, ça me paraît évident. Et il s'avère qu'elle connaissait la période vestimentaire, mais qu'elle n'avait jamais lu Jane Austen, en fait. Donc, en fait, on lui a servi l'occasion de le lire pour la première fois. Et ce qui était très... Du coup, c'est génial parce que tu as une interprétation qui est hyper fraîche. Et, Elle t'en parlera mieux que moi, mais en gros, elle a des codes de la mode des années 1950 et 60, ce qu'elle transpose, à la mode de la Régence, mais elle t'expliquera par A plus B en quoi c'est pertinent. Donc elle le fera mieux que moi. Donc il y a des vidéos sur YouTube où les gens pourront aller voir ce qu'elle avance. Et donc, elle a trouvé le projet intéressant. Deuxième réunion de travail pour en demander qu'est-ce que tu en penses. Elle m'a dit oui, je pense que je vais faire ça, puis ça, puis ça. Traduction, je prends ça pour un oui. Alors, du coup, ça s'est très bien passé avec elle aussi. Et la troisième illustratrice que vous connaissez, puisque vous l'avez reçue à ce micro, c'est Anouk Faure. Vous l'aviez reçue pour La Cité diaphane, je crois, son premier roman. Absolument. Et Anouk, c'est elle ma vraie chouchou parce qu'on se connaît depuis un moment, mais en fait on a dit ça pour les 3 César, maintenant il faut choisir. La France t'écoute. J'espère que tu le soulignes pas. J'espère que tu le soulignes pas, et je ne vais pas répondre à cette question. La France a besoin de savoir, mais elle saura une prochaine fois. Anouk Faure, en fait, on lui a confié Oscar Wilde sans savoir que c'est un de ses bouquins préférés. Okay. Mais en fait, on avait repéré dans le bouquin original un côté gothique qui est pas prédominant, parce que quand on pense à Dorian Gray, on pense au pacte faustien et un peu au mépris de classe. Moi, je pense au film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais chacun a sa culture. Hein. Ouais, et j'attendais que quelqu'un fasse référence à ce film, et j'attendais que ce soit toi, Alex. Merci. Et en l'occurrence, on s'était dit, dans La Cité diaphane, il y a quand même une approche gothique qui est indéniable, et peut-être que. Et la première chose qu'elle dit qu'on lui propose, c'est j'ai pas le temps, mais c'est dommage parce que je me verrais bien faire, illustrer ce truc-là, le fait que Dorian Gray soit le reflet de son époque, etc. Et donc, au final, on a réussi à trouver du temps pour collaborer ensemble, et j'en suis ravi. Et du coup, les illustrations, donc il y a la couverture, est-ce qu'il va y avoir des choses à l'intérieur Combien de dessins vous avez demandé à chacune de ces dames ? Pour l'instant, on leur a demandé 2 dessins. Donc on a le dessin de l'étui qui va apparaître sur l'étui, et on a le dessin de la jaquette. Voilà. On aimerait beaucoup, suite au crowdfunding, passer certains paliers et pouvoir leur demander 3 illustrations supplémentaires pour venir illustrer à l'intérieur du livre. C'est un peu l'idée, ouais. Qui serait du coup en noir et blanc, j'imagine. Non, en quadrille. Vous passeriez du coup à l'impression couleur sur ces pages-là. Sauf s'il y a une volonté de l'une d'elles de faire du noir et blanc. Oui, parce que ça pourrait ça. Oui, ok. On a laissé la porte ouverte. Voilà, comme pour l'étui, elles ont une grande liberté de décision là-dessus, en fait. Et alors, sur la partie édito, comment ça s'est passé ? J'ai vu déjà que l'édito était un palier. Est-ce que c'était un choix budgétaire de... L'édito, tu parles des préfaces ? Ouais, les préfaces, ouais. La partie éditoriale ? C'est un choix budgétaire dans le sens où, oui, il vous faut l'argent pour payer les gens. C'est-à-dire que Julie parlait des 2 illustrations que chacune des illustratrices a produit pour le crowdfunding et pour lesquelles elles ont déjà été rémunérées. Et j'en profite pour dire qu'elles ont été bien rémunérées. C'est-à-dire qu'on a... Oui, ça fait aussi partie de vos arguments de... si le prix est un peu élevé, c'est aussi parce que tout le monde est payé correctement dans la chaîne de traitement. Ils veulent payer les gens en 2026. C'est incroyable. Comme ça. Ça a l'air de rien. Disons que c'est presque un boulet au pied, mais on est content de le porter. Mais c'est un beau boulet.
parce qu'elles nous ont toutes dit, oui, on est dans la marge haute pour une illustration de ce qu'on pourrait donner. Donc ça, première action, c'est « Oh merde !» T'es à 2 doigts de devenir capitaliste, fais gaffe. Hein. Bah non, parce que la deuxième réaction, c'est bon, je suis content que ce soit le cas, parce que j'imagine que c'est pas tous les 4 matins que quelqu'un va les approcher pour leur proposer une commande et leur dire tiens, c'est 4 €, quoi. Puis on met les artistes à l'honneur, donc ça aurait été bizarre de mal les payer quand même. Voilà, pour le coup. Et donc, en dehors de l'illustration de l'étui et celle de la jaquette, où à chaque fois elles peuvent s'approprier l'œuvre pour en faire ce qu'elles veulent, on a envisagé dans un futur possible qu'elles fassent des illustrations intérieures, mais on a préféré conditionner chaque palier, dont celui-là, et c'est là que je reviens sur les préfaces aussi, à la réelle économie de ce projet. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, allez, au pifomètre, on va viser 20 000 €, et si on fait 25 000, on apportera tel palier, tel palier, tel palier. En fait, chaque objectif qu'on a mis dans la campagne est le reflet de ce que va nous coûter le truc. Et donc les préfaces n'est pas le truc qui nous coûte le plus cher, mais ça a un coût, d'autant qu'on a fait appel à des gens qui devraient apporter un éclairage contemporain à chacune de ces œuvres-là. Et c'est le moment où vous pouvez aussi les citer. Alors, donc du coup, pour le portrait de Dorian Gray, donc on aura Océan et Ezra Baudou. Voilà, Océan est humoriste, journaliste. Moi, je l'ai un peu découvert. C'est comme ça qu'il a accepté avec Ezra Baudou de faire la préface. C'est que je suis tombée sur une pièce de théâtre qui s'appelle Dorian. Et que je suis allée voir à Reims. Voilà, un soir, on est parti, on est allé voir. Et il se trouve qu'ils ont adopté donc, le portrait de Dorian Gray sous un éclairage queer. C'était un peu l'idée de la pièce. Et j'ai vu la pièce et j'ai trouvé ça génial. Le regard, pour le coup, est un vrai regard un peu neuf sur l'œuvre. Et du coup, voilà, à l'issue de la pièce, je suis allée les voir, je leur ai demandé. Donc, Ezra Baudou est le dramaturge de la pièce et Océan donc jouait dedans. Et ils ont dit oui à ma grande joie. Voilà. Pour le reste, donc, on a Rokhaya Diallo. Alors pour le coup, c'est César qui l'a approché pour Orgueil et Préjugés. Pareil, c'était un peu, on tentait un coup parce que c'est pas, Rokhaya Diallo est quelqu'un de très occupé, quoi. Mais l'idée, c'était d'avoir un point de vue un peu féministe sur l'œuvre, sur Orgueil et Préjugés, parce que Jane Austen était une féministe avant l'heure, en fait. Hein. Et pareil, à notre grande joie, elle a dit oui. Voilà. Et c'est pas seulement pour son discours militant qu'elle distribue au jour le jour sur différents plateaux et pour lequel on est plutôt admiratif, mais c'est aussi parce qu'elle elle a un regard en fait sur le féminisme contemporain. Elle a signé le dictionnaire amoureux du féminisme, hein, et c'est ce truc-là qui m'a fait dire oui, en fait c'est évident, pourquoi pas, et on est ravis qu'elle ait dit oui, et d'avoir eu le support de son agente qui a tout de suite compris le projet et l'a supporté. Pour les Trois Mousquetaires, c'est Frédéric Sigrist qui, jusqu'à il y a quelques mois, officiait sur France Inter. Très célèbre radio de gauche, où il officie désormais sur une plateforme indépendante qu'on appelle le Studio 17, où il prolonge en fait l'émission qu'il animait désormais sous le nom de Spin-Off. Et en fait, j'avais eu l'opportunité de lui dire que j'avais beaucoup apprécié l'émission qu'il avait fait sur Alexandre Dumas sur France Inter. On est resté en contact. Je lui ai dit, tiens, le jour où je venais de reprendre contact avec Julie pour ce projet-là, et j'avais cette vague idée qui était encore au crayon papier dans mon agenda et pas au stylo bille surligné. Je lui ai dit, si, admettons, demain je fais les Mousquetaires, ça te dirait de participer? Il me fait, oui. Et un an plus tard, il s'en rappelait très bien et il est content d'y participer. C'était vos choix premiers ou vous avez essuyé quelques refus? Oui, je sais, je pose des questions qui piquent ce soir. Non. Alors c'est très intéressant. C'est leur chouchou, ok. On est très content des 4 personnes qui nous accompagnent pour ce paratexte, mais on a contacté un nombre incalculable de personnes. J'ai assisté à quelques-uns des prises de contact de César de façon régulière. Mais qui, pour la grande majorité, nous auraient
répondu c'est super, mais j'ai pas le temps en fait. Ok. Et le dernier en date où j'ai arrêté après Gabriel Zuckman pour Dorian Gray. Mais on a eu vraiment plein de gens qui ont. On en a eu beaucoup, ouais. Il y avait Clément Viktorovitch qui, dans un premier temps, avait accepté Ok. pour Dorian Gray, mais qui a Mais dû. après, il s'est fait afficher par Pascal Pro, donc il y a eu du temps. Non, c'était il y a plusieurs mois ça, et il a préféré décliner parce que lui aussi, pas de temps. Mais on s'estime très heureux d'avoir ces gens-là parce qu'on voulait, avec tout le respect que j'ai pour les préfaciers universitaires qui peuvent replacer des choses dans leur contexte, etc. Là, on voulait de suivre l'exemple des illustratrices et vraiment apporter un regard neuf, quoi. Ouais, c'est la même démarche d'apporter de la jeunesse, entre guillemets, sur des textes qui sont anciens. J'essaie de dire ça poliment. Oui, parce que ces gens ont 50 ans quand même. Oui, mais ils sont jeunes dans leur tête. Ils sont jeunes dans leur tête, exactement. Ouais. J'avais une question sur. Alors, c'est vraiment une question bête de néophyte, mais. Donc, on a la maquette, le papier, le texte, les illustrateurs, tout le truc. Il y a quand même un boulot de mise en page à faire pour le texte. Comment ça se passe, ça? Vous récupérez un PDF des Trois Mousquetaires sur Internet et au pif, et après vous commencez à faire un travail de mise en page. Est-ce qu'il y a une source particulière? J'ai tout réécrit à la main. Ça a pris C'est pour ça que ça a mis 1 an et demi. Le lettrage, comment ça marche, ça? Déjà, il y a alors moi, je peux répondre pour la mise en page. Oui, alors c'est un boulot qui n'est pas encore fait. Comme le crowdfunding n'est pas passé, parce qu'effectivement, ça demande du temps. Mais il est peut-être dans ta tête. Oui, il est dans ma tête. Mais en tout cas, Mais on va passer par un compositeur. On fera pas ça tout seul. Moi, j'ai fait ça, mais il y a des années, je me sens plus au top pour faire ce genre de truc. Après, on a déjà effectivement travaillé pas mal de mise en page possible. L'idée, encore une fois, c'était d'avoir une mise en page hyper aérée, hyper agréable à lire. Voilà, on n'est pas sur ce que peuvent avoir la tentation de faire beaucoup d'éditeurs, et j'ai pu le faire moi en tant que directrice de prod, c'est de mettre un maximum de nombre de signes par page pour réduire la pagination, en fait, et donc réduire le papier utilisé pour que ça coûte moins cher. Oui, parce qu'on est sur un format qui est assez grand, en fait, au final. Oui. Et là, l'idée, encore une fois, on n'a pas de contraintes sur la fabrication, donc on va vraiment sur une mise en page aérée. Il a fallu chercher la typo, on n'était pas toujours d'accord. On avait nos préférences chacun. Je pense que c'est la même pour les 3 livres, ou vous avez fait une typo par... Ça va être la même pour les 3 livres, et s'il y a d'autres livres, ça sera... L'idée, c'est vraiment de partir sur une collection. Donc, il faut qu'il y ait quand même des choses récurrentes. Ouais. Mais oui, c'est tout un travail de recherche de typo, de recherche, quel interlignage, on arrive à combien de pagination si on fait ça. C'est ce qu'on appelle le coulage, c'est-à-dire qu'on fait des tests. Et on voit ce que ça donne à la fin. Le côté, on choisit cette mise en page-là, ça fait tant de nombre de signes, combien j'ai de pages à la fin. Des fois, on fait gloops, voilà. Bon, et on est resté sur... Finalement, le comic son MS, c'était Non, mais je me souviens d'une réunion où on se rend compte que les mousquetaires font 900 pages et j'ai droit à un regard noir, mais que je me suis adressé à moi-même dans un miroir, en fait. Mais quel con, quoi. Et en fait, c'est plus que dans ta tête, puisqu'il y a déjà des fichiers qui sont engagés. On a demandé à des gens de faire une pré-maquette qu'on entreaperçoit dans la bande-annonce du projet. On peut remercier Céline May et Carole Fer qui sont adonnées à ce truc-là. Elles ont été payées aussi, je le précise. Et en l'occurrence, il n'y a pas une composante du projet qui est quand même pas bien avancée. Il y a des choses comme cet exemple. Les choix sont faits. Ouais. Voilà, ils sont pas. Les choix sont faits. Après, Oui, parce que depuis tout à l'heure, moi, je parle de ça comme si c'était des étapes, mais en réalité, vous lancez tout est fait, en même parallèle, et après, tout avance petit à petit. Le crowdfunding a été lancé. Il est à un quart, 172 préventes sur 600, exactement. Pendant que 28%. Le chiffre en direct. On vient de débuter. Imaginons que tout va bien, que vous vendez les 600. Quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire?
Déjà, on sera très contents, et puis on va aller... On va aller boire des coups. On va aller boire des coups et puis peut-être dormir un peu. Oui. Ouais, mais la prochaine étape, c'est déjà demander aux illustratrices de commencer à créer. Donc, puisqu'il est question de faire 3 illustrations, c'est ce qui prend le plus de temps. Hein, dans le planning qu'on annonce, voilà, elles ne pourront pas nous rendre d'illustrations avant fin juin. Pareil pour les préfaciers. Voilà, leur planning fait qu'ils ne pourront rien nous rendre avant fin juin. Donc nous, on est un peu obligés d'attendre. Et en attendant, moi, ça va me permettre, j'aurai le tirage pour une fois des 3 titres, d'avancer avec les imprimeurs, d'en choisir un une bonne fois pour toutes, ce qui n'est pas fait pour l'instant, de finaliser, parce qu'il y a toujours des choses à finaliser sur le prototype. Et voilà, on espère recevoir les illustrations fin juin et les préfaces fin juin aussi. Et une fois qu'on a tout ça, on met en page. On fait ce qu'on appelle de la photogravure, c'est-à-dire qu'on va retravailler les visuels pour qu'ils soient imprimés de manière correctement en termes de chromie par les imprimeurs. Et puis on envoie chez l'imprimeur. Voilà. Donc, Et on fait d'envoyer en impression durant l'été et que ce soit livré aux souscripteurs avant la fin de l'année, si tout va bien. À l'automne, quoi. Octobre, Avant Noël. Novembre, un truc comme ça. Ouais. Ish. J'ai annoncé novembre sur le crowdfunding, mais on part sur octobre. Après, s'il y a des retards, parce que Il y a toujours Voilà. de retard dans c'est ça que moi je l'ai. Enfin, des financements participatifs, j'en le fais dans le cadre professionnel pour les prestataires, et la base c'est qu'il y a du retard. Donc en fait, je pars pas du principe qu'on sera en retard, je pars du principe que par rapport à tout ce que j'ai organisé par le passé, on devrait tenir notre délai, sauf s'il y a un impondérable du type canal de Panama bloqué par un bateau, chute de météorite, Covid, voilà. Quoi, la Et télévision. Et blague à part, ce sont des choses qui ont pu avoir des impacts par le passé. Donc, en l'occurrence, on a un délai qui est tenable, pas conforme. Mais qui moi, est- je suis une fabricante dans l'âme. Normalement, on tient les délais. Je serais très triste qu'on les tienne. Je serais assez triste qu'on les tienne Et pas. c'est pas. Ça me paraît pas énorme. Moi qui est backupé, si je reçois le truc à la fin de l'année, ça me paraît. Eh ben, en fait, c'est pas, la je dis pas- base, c'est un an d'attente. Donc, on ne sera Ouais. pas. Oui, il y a plein de crowdfunding pour tout un tas de projets qui mettent plus d'1 an ou parfois. On n'en citera pas, mais moi j'en ai baqué quelques-uns, j'attends depuis Non, mais quelques années. Hein, c'est la base. Et encore une Quelques fois, années. ça ne veut pas dire que tout le monde ment. Ça veut dire que c'est une estimation, qui est qui n'est que ça déjà, qu'une estimation, mais il peut se passer tellement de choses. Et en fait, le simple fait de faire un appel à la souscription, quel que soit le produit, en financement participatif, implique les, pardon pour le grand mot, consommateurs très tôt dans la chaîne de production. Et donc, ils sont au courant plutôt qu'un produit qui se retrouverait dans le commerce normal. Qui arrive, Et quand quelqu'un annonce, mettons, Nicolas Sarkozy sort un bouquin pour une raison X ou Y, on n'en sait rien. Au hasard. Au hasard. Et mettons, vous en faites l'édition quoi? Non. Tu peux être sûr que la timeline elle est maîtrisée et que l'éditeur sait ce qu'il fait, et tout ce qui s'est passé par le passé, justement, les gens ne sont pas au courant, tu vois. Là, on implique, c'est aussi ça l'intérêt d'un crowdfunding, c'est qu'on implique les gens en amont pour faire partie de l'aventure Oui, humaine. On a le tournage en fait. C'est ça, on a les coulisses. C'est le moment de parler d'un autre sujet qui pique, le prix. Ouais. C'est une somme. Pour être très honnête, moi, je m'attendais à ce que ça soit un peu moins. Et quand j'ai ouvert le Ulule, je fais « Ah oui, ok, d'accord ». Après, il y a tous vos arguments, bien sûr. Et t'as aussi un chouchou. Et comment est-ce que vous réagissez aux gens qui disent comme moi que c'est trop cher ou qu'ils n'ont pas la possibilité de des eaux 100 balles, voilà. Attends, on peut peut-être dire des prix d'ailleurs. Comment On les vous a pas avez... dit. Ouais, 64 € pour Dorian Gray, 74 pour Orgueil et Préjugés et 94 pour Les Mousquetaires. Comment est-ce que vous réagissez à tout ça? On explique assez simplement, en fait. Alors, j'ai pas eu tant de retours que ça de mon côté, voilà, après. Mais je l'ai eu une fois ou deux. Enfin, les gens sont plutôt bienveillants et posent la question assez naturellement. Oui, bien sûr. Mais je l'explique, en fait, on part sur des tirages à 200 exemplaires. Il faut savoir que quand on imprime, plus on imprime des gros tirages, plus le coût de fabrication, coût de revient à l'unité baisse.
c'est mathématique. 200 exemplaires, c'est rien du tout, en fait. On est vraiment sur des tirages très, très limités, puisque là, pour réussir le crowdfunding, par exemple, on est sur 600 exemplaires, donc 3 fois 200, en fait. Et 200 exemplaires, ça veut dire des petits imprimeurs numériques. Et là, en l'occurrence, on l'explique aussi, mais le coût de fabrication sur le prix, on est à 56%. C'est énorme. Dans l'édition normale, on est entre 8 et 25%. Nous, on n'a pas de frais de structure. Voilà, ça nous permet de monter. On part sur du texte libre de droit, etc. Tout ça fait qu'on peut monter le curseur de la fabrication jusqu'à 56%, mais ça reste 56%. Et ça coûte cher chez l'imprimeur, en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, on était obligé de partir sur ce type de prix. Après, on a fait un sondage cet été aussi, justement pour interroger les gens sur leurs possibilités, leurs envies, etc. Et les sondés, donc on est passé par un panel, nous ont répondu que. Alors, il y en a qui ne mettaient pas des prix fous, mais certains, la plus grande partie nous ont dit mais c'est pas aberrant, un livre à 70 €, 90 €, quand c'est un très très bel ouvrage, j'entends. Et parce voilà. C'est ça, il y a aussi un marché dont on ne parle pas, mais de très beaux ouvrages. Oui, c'est ça, il y a un vrai public. C'est-à-dire que si tu pars du public qui lit du poche, bah forcément c'est une somme, mais il y a des gens qui sont tout à fait aptes à mettre ce prix-là. Oui, c'est ça. Et c'est très bien de lire du poche, la question n'est pas là, mais par contre... Vous m'excuserez, moi j'ai lu Les Trois Mousquetaires en forme mais de poche. c'est très bien, Jean-Victor. Mais dans l'hypothèse où Les Trois Mousquetaires t'avaient vraiment emporté et que ça devient une œuvre presque importante dans ton identité, moi à l'inverse, ça je comprends tout à fait. Ouais. Même si je suis d'accord avec toi, je vois 94 €, je commence à tirer la gueule, puis après, je me dis... Bon, c'est un bouquin, il y a les explications qui vont bien et on a voulu être le plus transparent possible justement dans ces démarches justement de production sur la manière dont on a payé les gens, etc. Parce que... Non, puis c'est aussi le principe de comme quand t'es fan d'un film et qu'ils sortent une édition Blu-ray à la con où ils mettent 3 trucs en plastoc avec plus 100 balles et que t'es trop content de l'acheter parce que tu veux le plus bel écran. Je pense que c'est la même démarche, c'est à partir du moment où tu aimes une œuvre, si tu peux avoir la meilleure version, la meilleure représentation physique de cette œuvre, évidemment, t'es peut-être plus prêt à mettre le prix. Quoi. Exactement, à ceci près qu'on n'a pas beaucoup de plastique dans nos... On en a que dans le pellicule. On essaye de mettre... C'est pas le bon exemple pour le truc. Non, mais si, pour l'intention, mais pour la pratique... L'idée, c'est de mettre le moins de plastique possible. Il y en a toujours un peu. Par exemple, on parle de pelliculage. J'ai pour l'instant pas trouvé le moyen de supprimer le pelliculage parce que le pelliculage, c'est une espèce de couche en plastique qui vient... c'est un vernis qui protège... qui vient protéger. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé autre chose d'aussi bien qui ne soit pas du plastique. Voilà. Puis j'imagine que de toute façon, tous les deux, quand vous avez mis la main à la pâte plus votre expérience professionnelle, vous pouviez faire une édition à 3000 balles si vous aviez envie. Enfin, les marges sont illimitées et on peut Viens, on fait une édition à 3000 balles. On en vend un, imagine. Déjà, on vend cela. Fabrication 2999 €. Allez, hop là. J'imagine que oui, les délires de fabrication peuvent partir très très haut et que. Oui, mais encore une fois, c'est pas tellement la forme du livre, c'est le tirage influe vraiment. Et là, en fait, ce qui fait aussi le prix, c'est la rareté, en fait. Quand on parle de 200 exemplaires. Voilà. Donc il y a aussi des gens qui aiment bien l'idée d'avoir un exemplaire numéroté notamment et qui sera pas il y aura une petite quantité limitée quoi. Et ça, c'est une réflexion qui vaut aussi pour les quelques à côté qu'on a fait. Donc, on a les jaquettes qui sont en option, on a des ex-libris, on a des carnets qui sont tous déclinés des visuels que nous ont fournis les illustratrices. Et on a voulu faire des beaux objets là aussi. Et il va de soi que quand tu as Anaïs Flony, Julie Brocal et Anouk Faure qui te filent des chefs-d'œuvre, tu te dois de bien les traiter et tu te dois de... On les a vendus respectivement, ces objets-là, 8 € le marque-page, 12 € le carnet, 19 € le print. C'est pas quelque chose d'aberrant. On a cherché j'allais vers un raisonnement, mais je vais aller directement au bout. On va pas devenir riche avec ce projet, au contraire. On s'est un peu endetté. Ce qu'on veut, c'est faire la chose la plus... Ça fait chevalier blanc comme ça, mais on veut faire le projet le plus vertueux possible pour les différentes composantes et différents acteurs et actrices du projet. Peut-être que c'est bien gentil et qu'on se met le doigt dans l'œil, mais je pense que non, parce que... Bêtise avec mon micro. Mais je pense que non, parce que dans l'intention, en fait, tous les curseurs sont
enfin, on a mis tous les curseurs de la respectabilité. J'utilise les grands mots au max, quoi. Oui, j'allais dire, moi, l'intention est noble de bout en bout, en fait. Parce que vous avez cité dans la conversation plein de choses, mais pas de plastique, imprimé en France, du beau papier, des beaux matériaux. On n'a pas cité pas d'intelligence artificielle à aucun niveau. Alors que dans l'édition, en ce moment, c'est un truc un peu... pas que dans l'édition, notamment dans l'édition. Il y a un petit point de bascule. Des petits moments où c'est un peu touchy. Ouais, honnêtement, c'était le statement le plus facile à faire parce que de toute façon, nos artistes n'en utilisent pas. Mais en fait, c'était parmi les différents engagements qu'on a annoncés sur la page, il nous paraissait intéressant de marquer celui-là parce qu'on est dans une époque, il faut qu'on se positionne. Et moi, je veux bien voir tous les débats qu'on veut, mais en attendant, on sait que ça va mettre des artistes au chômage et ça, on ne veut pas participer à ça. Donc, il y a celui-là parmi d'autres. Et puis en termes qualitatifs, on n'est pas du tout sur la même chose, le même rendu. Enfin. Et donc, si on a quelqu'un demain qui nous dit malgré tout c'est trop cher pour moi, on lui dira bien sûr, je comprends, il n'y a pas de problème. Et si tu n'as jamais lu Les Trois Mousquetaires ou Orgueil et Préjugés ou Dorian Gray, va les lire d'abord et peut-être que tu vas découvrir un super bouquin et peut-être que tu voudras l'acheter ultérieurement et on sera ravis de t'en refourguer un plus cher que pendant la campagne Ulule parce que c'est un prix de souscription. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, si, je voulais ajouter, je parlais du prix et du fait que moi j'avais trouvé ça un peu cher. Déjà, ça m'a pas empêché d'en prendre un. Merci. Et puis surtout... Oui, merci beaucoup. J'ai jamais lu Orgueil et Préjugés, donc c'est l'occasion. J'ai été surpris de voir, on en parlait un peu avant hors micro, que c'est Les Trois Mousquetaires qui est le plus cher, qui se vend le mieux. Et du coup, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, comme vous le disiez, finalement, les gens, quand ils sont à fond sur un texte, ils ont beau avoir l'édition chez eux en poche, déjà lue 1000 fois et cornée dans tous les sens. Ça les intéresse d'avoir ce beau bouquin. Donc, il y a un bon feeling à ce niveau-là, j'imagine. Oui, et on a activé plus tôt que prévu les expéditions en dehors de France francophone plutôt, parce que il y avait une demande, il y a plusieurs Américains qui ont taqué à notre porte. Quand est-ce que vous activez l'expédition? On sait qu'on va payer des droits de douane de fou à cause de notre président taré, mais attendez, la Cour suprême a un mot à vous dire. C'était avant la dernière. Ça change un jour sur deux. Voilà. Ouais. Non, mais on a des Australiens, on a des gens dans les territoires. Nouvelle-Calédonie voilà. aussi. Ouais, on pensait pas parce qu'on se disait mais à ce prix-là de transport, ils vont pas. Et si, ils prennent. Ouais. Donc il y a un attachement à l'objet livre en fait. Limite, quand tu vas aussi loin, j'imagine que le frais de transport est limite plus cher que le bouquin. Oui, clairement. Là, c'est pour les Mousquetaires, c'est équivalent au bouquin, je crois. Pour les États-Unis, mais pour la Nouvelle-Zélande, non, c'est plus. C'est plus. Donald, rigole moins là. Mais pour les francophones, donc il y a possibilité de petits frais de port mondial relais, 5-6 euros, je crois, de mémoire, pour un bouquin. Pardon. Merci, Madame la contrôleuse de gestion. C'est bien d'être dehors. Mais notamment pour ça. Mais il y a la possibilité de livrer à domicile. On a un point de collecte à Paris qui est la librairie La Dimension Fantastique qui permet de ne pas payer le frais de port si on peut se déplacer là-bas. On a pensé à pas mal de choses, quoi. Est-ce que, tu parles de la librairie Fantastique, tu me fais une transition toute trouvée. Est-ce que vous avez eu des contacts avec des libraires qui vous ont dit tiens, moi, ça pourrait m'intéresser, j'en veux un, je vous en prends 3 ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt dans le projet pour que ça soit quelque chose d'existant? Il y a eu 1 ou 2 réflexions. Oui, on a réfléchi à ça. Le problème, c'est qu'on a déjà des ouvrages très chers pour l'instant, et on le sait. Et si on passe par un libraire, il y a la marge du libraire qui vient s'ajouter à tout ça. Donc, tant qu'on sait pas, tant qu'on est à l'étape crowdfunding, on ne sait pas combien on va pouvoir en tirer, donc quel va être le coût de fabrication finalement. Pour l'instant, on peut pas le prévoir. Est-ce qu'on sera en capacité de travailler avec les libraires ou pas? Mais on aimerait bien trouver une façon de travailler avec eux. Clairement. Pour preuve, on en a dans la page Ulule, il y a une partie qui dit vous êtes libraire, vous êtes intéressé, super. Plutôt que vous faire une offre là au calcul à l'improviste, contactez-nous, on en parle et on voit ce qu'on peut faire, quoi. Oui, parce que je me disais que évidemment que ça a une place indispensable chez les libraires, mais il faut que ce soit des libraires qui soient à fond dans le projet pour que le bouquin soit mis en valeur, parce que
Un libraire, par définition, il vend des tas de livres. Et il vend ça un peu de manière, parfois, je cherche le mot, mais en masse, quoi. Il vend beaucoup de bouquins. C'est pas toujours facile de sortir un peu de l'eau, donc il vous faut des partenaires. Oui, et on peut pas, tu vois, se présenter comme des chevaliers blancs sur toutes les composantes de la chaîne et arriver devant les libraires et faire ça te va si tu te fais une marge de 10 balles. ça peut pas. Donc on est vraiment. Je suis un Twix avec. Voilà, la démarche, c'est non, mais parlons-en, on sera ravis d'en discuter, mais pour le moment, à ce stade, on va pas te faire signer un contrat avec ton sang, et à l'inverse, on va pas te le filer 5 balles, quoi, tu vois. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer maintenant dans... Marc, il est venu pour vous scier. Non, mais c'est Happy Hour, c'est un podcast où on dit les termes, Ouais, d'accord? on dit les choses, ok? La France veut savoir. On parle du truc. Non, parce que moi, j'y connais rien, hein, donc j'ai aucun mal à l'avouer, mais C'est le moment d'ouvrir une deuxième bière. pour préparer ce podcast, j'ai regardé un petit peu les chiffres de vente des bouquins. J'ai vu des trucs assez hallucinants, et je peux les citer, hein, avec des choses qui se vendent. En 2025, le bouquin qui s'est vendu le plus, je crois, c'est Astérix en Lusitanie, avec 1,5 million d'exemplaires. 1,5 million en France 1,5 Ouais. ou Et dans le deuxième... francophone ou dans le monde? Non, en France. En France, ouais. putain, Ou la c'est BD, Astérix, voilà, on veut le voir, la c'est la BD, France. en BD. Ouais, Et la deuxième BD la plus vendue, c'est le manga d'Inoxtag, Ouais. et Ah. ça chute à 216 000 exemplaires. Ah oui, donc il y a un vrai gap Il avec. y a un vrai gap ouais. incroyable de 1,3 million. C'est complètement... Ouais. Et t'as un chiffre de livre sans image? j'ai pas... Parce que Bah, je la crois BD, que malheureusement, c'est pas le je l'ai- sujet, là. Ouais. Malheureusement, je l'ai cité tout à l'heure, je pense, entre les deux. Nicolas Sarkozy. Ah oui? Ouais. Premier de 2025? Derrière Astérix, je crois, ou Bah, c'est le quasiment. groupe Merde. Hachette, mais oui, ça fait partie Ouais, des meilleures ventes et- Hachette, clairement. Moi, Je savais que ça a été un carton, mais pas à ce Ouais. moment-là, quoi. Si. Et après, dans les choses qui se vendent beaucoup, il y a La Femme de ménage, Oui. la série de Ouais, bien bouquins sûr. Ouais. qui se Ça, c'est vend marrant, le aussi, nombre de gens que je vois dans le métro Ouais. le lire. Bon, il y a les suites et tout, hein, évidemment. J'ai mais- trouvé La Femme de ménage. Alors, le premier tome est sorti il y a un petit moment, mais ils ont écoulé 2,7 millions. Ouais, c'est Ouais. génial. Moi, je trouve ça En France génial, ce genre d'histoire, parce que Ouais, en France, ouais. Putain, C'est ouais. incroyable, ouais. Ouais, d'accord. c'est pas c'est pas un énorme éditeur à la base. Donc, du coup, je trouve ça vraiment génial. Parce Ouais, lui, que là, c'est un- Bah ouais. Et C'est en pour plus, lui, l'autrice, c'était- elle en fait Ah, bah ouais. les points à la chaîne parce qu'elle a toutes les Elle variantes fait et la tout. psy, Là, j'ai vu, c'est le locataire et tout. Ouais. enfin, ouais. Ouais. Mais le voilà, débroussailleur, je- le chaudronnerie. des chiffres. Mais pour Le continuer gardien. un petit peu dans ces chiffres un peu vraiment de top et puis flop. Enfin, flop, non, mais le troisième plus vendu. Tu vas nous parler du nouveau roman de Marlène Chaper, s'il te plaît. Non, je ne suis pas. 2 exemplaires. Elle a vendu 12 exemplaires, je crois, ou des trucs comme ça. Non, mais par T'es exemple, mauvaise langue, entre- 113. entre le deuxième et le troisième, le deuxième c'est donc la BD, le manga d'Inoxtag. Le troisième en 2025, toujours en BD, c'était un tome de One Piece et on perd pareil 100 000 exemplaires. Donc il y a vraiment à chaque fois des fossés gigantesques qui à la fois donnent le vertige et moi je trouve ça un peu bizarre. Et du coup ma question c'était, je sais même plus où j'en Pourquoi étais. une maison d'édition en 2026? Ouais, voilà, une maison d'édition en 2026. Par contre, j'ai eu l'impression, vous allez peut-être me corriger, mais j'ai l'impression que ces chiffres de vente, il y a eu des bouleversements à peu près au moment du Covid, mais on est revenu au niveau d'avant? Non. 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 Bah, il y a eu au moment du Covid un rebond. Ouais, il y a eu un pic, ouais. Parce que Les les gens éditeurs avaient- étaient très contents. les gens s'emmerdaient, donc pas il du fallait bien Covid, lire, quoi. mais ouais, Troisième c'est ça. confinement, quand les libraires se sont retrouvés d'utilité publique et qu'ils avaient été autorisés à ouvrir. Bah, la crise du papier est aussi. Ouais, il y a eu la crise du papier, donc bah, voilà, c'est ça. c'est compliqué de se lancer. Mais c'est surtout que, par maintenant. exemple, le manga a fait un bond énorme au moment du Covid. Ouais. Donc, il a fallu réimprimer en urgence, etc. Ça a participé à accélérer la crise du papier. Voilà. Et non, mais globalement, les chiffres de l'édition, là, sont pas bons. Enfin, même en librairie, ça baisse. Ça baisse cette année. Donc, la question de est-ce que c'est une bonne idée ? En fait, je pense que La réponse que veut donner Julie, c'est non. non, mais je pense qu'il y aura pas de bonne année en Oui, fait. voilà. C'est Et puis plus vous par êtes rapport dans à une notre niche aussi, donc c'est particulier. il y a ça et puis c'est aussi par rapport à notre parcours personnel. Voilà, avec César, on en est arrivé à un moment donné où on a envie. Si on attend 1 an, 2 ans, je suis pas sûre que ça aille mieux à plein de niveaux. Voilà. Donc, on tente l'aventure maintenant, et puis bah, ça marche, on est super heureux. Et si ça marche pas, alors on recommencera. Mais, ou pas, enfin on verra. Mais s'il faut le tenter, c'est maintenant. Enfin, voilà. Nos conjoints respectifs seront partis avec nos enfants entre-temps.
Mais c'est le geste qui compte, c'est romantique. Ah, mais, non, mais C'est de la résistance, quoi, merde. mais blague à part, oui. Ouais. En fait, j'ai l'habitude on en parlait encore ce midi, en disant que c'est la crise de la quarantaine, et il y a certainement un peu de ça, mais je pense que c'est un projet de cœur, dans le sens où on lui a donné du sens à ce projet. On pense vraiment que valoriser notre patrimoine littéraire, et pas que français en l'occurrence, vu qu'on a deux auteurs anglais, c'est important de remontrer que ces œuvres sont importantes justement pour plein de raisons qu'on sera ravis de déployer pendant la campagne, en expliquant pourquoi les illustratrices ont accepté de choisir d'illustrer ces bouquins, pourquoi ces récits se transmettent à travers le temps et encore aujourd'hui sont pourquoi ils sont importants pour ouais. elles et pour nous. Et en fait, ce faisant, enfin, il y a un mail d'une amie qui est prof de théâtre, qui m'a beaucoup rassuré quand j'ai envoyé mon petit mail à la boucle, genre si vous avez quelques sous à dépenser ou au moins à partager, désolé de vous avoir importuné. Elle me dit mais attends, mais t'excuses pas de faire de l'art, César. Ça m'a beaucoup rassuré, tu vois, un soir à 2h du mat. Ouais. Une plateforme pour de la culture. Ouais. Donc, parce que peut-être qu'en 2027 on pourra plus, donc. D'ailleurs, à quand les éditions d'Harry Potter? Est-ce que ce blanc était suffisamment blanc? C'est important de les garder. En fin de podcast, je vous parlerai d'une BD dans laquelle l'art est interdit. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Bah merci Marc de flinguer l'ambiance comme ça. Ce que tu disais de l'importance des textes me fait penser à une question. C'est quoi votre œuvre préférée parmi les trois que vous proposez? Ah là, on n'a pas le droit de le dire. Que la question des avant. chouchous. Ça. Ouais. Est-ce que vous arrivez... Toi, je sais de toute façon. Oui, c'est facile. Oui, Toi, ça, je sais. franchement. Toi, c'est facile. On te connaît. T'as fait 3000 podcasts sur les Trois Mousquetaires. C'est difficile de faire autrement. Moi, c'est le portrait de Dorian Gray. D'accord. Mm. Pour une raison particulière? C'est une œuvre qui me touche, vraiment pour le coup, pour plein de raisons différentes, mais c'est quand même un peu un texte qui soulevait beaucoup de questions à l'époque où il est paru, qui a entraîné son auteur dans des affres pas possibles, qui interrogeait déjà à l'époque la question du genre, de la différence, etc. Voilà, toutes ces questions-là m'intéressent beaucoup et donc ce texte me touche beaucoup. Ouais. Et t'as déjà fabriqué 14 éditions différentes d'Orgueil et Préjugés en plus. Donc. et parce qu'elle est fan du film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Exactement, où il y a Dorian Gray. Tout vient de là. Tout vient de là. Tu l'as vu ou pas? Non, je ne l'ai pas vu pour le coup. C'est soirée bière. J'arrive tout doucement, moi, à la fin de mes questions sur le sujet, sauf si vous voulez rajouter des choses, les gars. Une question alors, qui est peut-être un peu présomptueuse, mais si demain, ce qu'on vous souhaite, ça marche, vous faites les livres que vous voulez dans des stocks très conséquents, et que vous avez carte blanche pour faire la version ultime d'un livre, sans même parler de choses qui sont dans le domaine public, genre, vous faites l'édition de rêve, alors vous n'avez peut-être pas envie de griller la cartouche maintenant, mais si demain vous pouvez faire l'édition ultime d'un livre, en particulier, ce serait lequel? Outre ces trois-là. Ah, en fait, ce que tu poses comme question, Dans c'est l'absolu, le prochain. ouais. Non, Pas forcément le prochain, mais si demain tu peux publier ce que tu veux dans la version ultime, tu publies quoi? Harry Potter, notamment. C'est vrai? Ah bah oui. Ok. Ouais, on va assister à un divorce. Mieux que Mina Lima. Mina Lima, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, alors différemment, parce que je trouve leur livre très très beau et j'en ai beaucoup chez moi. De plein de titres différents. Mais justement, je pense parce que c'est un peu moins cher, entre guillemets, mais c'est aussi une preuve qu'on peut faire des éditions un peu plus huppées. Le truc, c'est qu'ils ont fait tout ça en Asie. Et ça m'attriste un peu. J'avoue, typiquement, là, j'ai vu qu'ils avaient fait Frankenstein. Ouais. Bah oui. Que j'ai toujours pas lu et j'ai envie de le racheter juste pour l'édition, quoi. Mais... Non, mais ils ont fait ils sont très très beaux. Hein. Ouais. Vraiment, je les ai. Mais pour le coup, on les ferait avec d'autres types d'illustrations parce que j'aime bien les illustrations, mais je pense qu'il y a encore mieux en fait. Et puis parce que c'est un texte que je trouve fondateur à plein de niveaux et surtout j'ai des enfants, moi j'ai adoré Harry Potter à l'époque j'avais 20 piges, je l'ai lu dans les toilettes de la fac, enfin il y avait un côté j'étais à fond et je le relis avec mes enfants qui ont le dernier il a 6 ans, il est à fond aussi. T'attends pas qu'il ait 11 ans? Non. Je l'ai lu à 11 ans, ça m'a matrixé. Ouais. Non, mais on a testé le premier tome, le deuxième tome, ça passe. Là, au troisième, on commence à se dire, bon.
Mais voilà, je trouve que c'est un livre en fait, c'est un livre qui apprend à aimer la lecture et je trouve ça génial. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, voilà. Donc, voilà. Ok. Et toi? Journal d'un prisonnier. Je me vois bien faire, tu sais, une petite jaquette. Sur du papier toilette. Ouais, et une jaquette, Avec tu un sais, yaourt avec et tout, des barreaux de prison, tu sais, autour du visage de Sarkozy. J'allais dire Non, dis pas ça, non. Minecraft. Exactement. Toutes leurs dans un truc, toi. Non, j'ai une vraie réponse. Elle est facile, c'est le Seigneur des Anneaux. Pas parce que je suis le plus grand fan du Seigneur des Anneaux, littérairement parlant, même si je reconnais tout ce qu'il y a à reconnaître dans la qualité de l'œuvre. Sympa, ouais, ça fait... Mais je pense qu'on peut vraiment s'éclater tu vois, si on a carte blanche pour faire une édition collector, là, ne serait-ce que le choix de là ou des illustrateurs et de la fab qu'on peut faire, là, je crois qu'on a. Et c'est dans le domaine public? Non, 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 justement. non, Tu me poses non, une non, je question. suis con, c'est pas Amazon qui a ça. Hein. Non, alors maintenant c'est Gallimard qui détient les droits. Ouais, ouais. C'est Gallimard, ouais. Ok. Ils ont racheté Christian Bourgois, qui est l'éditeur historique de Tolkien, et donc maintenant c'est chez eux. Ça a été d'ailleurs retraduit il n'y a pas longtemps. Oui. On va dire régulièrement. Non, mais je Dommage, sais que c'est une machine à sous, hein, Oui, ça c'est- j'ai compris, mais ok. Mais une des belles éditions d'ailleurs. hein. Mais oui, après, il y a. Ça va. Alors moi je suis Non, mais sûr- c'est- y a- les couves de chez Pocket sont assez jolies. Ah je oui, trouve, non, pour ça le coup, c'est tu vois. les couvertures des rééditions des bouquins, entre Ouais. guillemets, avec beaucoup de guillemets secondaires, enfin des autres Oui, ouais. récits de Tolkien. Je pensais à Bilbo. Ouais. Mais non, Christian Bourgois a fait du beau boulot en passant par toute l'équipe de Vincent Ferret, Daniel Lauzon, etc. C'est du très beau boulot. Il n'y a pas la Bible, je suis un peu déçu. Il y a eu de très beaux livres déjà faits avec la Bible. Ouais, Puis on ouais. fait la Bible satanique. Et l'Odyssée pour surfer sur le film, allez hop. Plein de carrière. En vrai, en vrai, de manière plus réaliste, cette campagne fonctionne. Vous vendez correctement. Vous avez déjà des idées en tête pour un quatrième, un cinquième. Il y a des. Bien sûr. Vous avez déjà une shortlist un peu. C'est un plan à la Kevin Oui. Feige. Ok. On a une shortlist, mais on ne peut pas Ouais. en parler. Ah, je t'ai pas en train de demander. Ouais, d'autant que c'est pas arrêté, c'est des idées. oui, mais, c'est des idées. Mais on a des idées variées, mais vraiment, moi je suis dans un mode. On va pas tuer l'ours avant d'avoir mis les ça, roues oui, de la oui. charrue. Ouais, Oui. d'accord. Une chose à la fois, même La si retourne à c'est. tourner. En fait, ce qui est pratique, c'est avoir une structure pour pouvoir lancer après des projets. Ouais. Je serais ravi d'envisager plein de choses différentes avec Julie, mais une chose à la fois, quoi. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ou est-ce qu'on enchaîne avec la deuxième partie du podcast Donner Venez des sous. sur notre page Ulule. On mettra Non, des mais- liens vers le Ulule et on mettra des images dans l'article. Si qui vous êtes accompagnera le auditeur podcast. et auditrice de l'Happy Hour, vous savez que Marc, Alex et Jean-Victor ne reçoivent que des gens sympas, donc on est sympa. Et à côté de ça, on essaie de faire des belles choses, voilà. On ne reçoit que des gens dont on aime le travail. Voilà. On va continuer à parler de bouquins dans cette émission. On va faire une petite pause pour évoquer des images qui bougent. Ah ouais, bah, moi je Et lis un pas de livre, moi c'est réalisateur pour ça, je sais espagnol pas lire. qui hein. cumule les bangers. On va parler de Rodrigo Sorogoyen. Exactement. Ouais. Donc on avait parlé de Antidisturbios, l'excellente série sur les violences policières de Rodrigo Sorogoyen, réalisateur espagnol quand même très prolifique, déjà derrière Asbestas. Donc un mec qui sait faire en fait, simplement un mec qui fait des bons films, fait des bonnes séries. Donc forcément. Comme chronique, dis donc. Qui avait fait Ouais, El c'est- Reino aussi. C'est bien. Il a fait El Reino, il a fait Madre. Oui. Voilà. Et Il a fait des trucs, quoi. Ouais, il a eu Un petit niveau, ouais, petit niveau. Et là, c'est mon gros coup de cœur de ce début d'année. C'est sa nouvelle série diffusée en décembre et en janvier sur Arte, Los Años Nuevos. Donc les Nouvel An en français. Donc très rapidement, le premier épisode s'ouvre sur un 31 décembre forcément, où la protagoniste Anna fête ses 30 ans et elle est en soirée. Elle va rencontrer Oscar qui fêtera lui ses 30 ans le 1er janvier. Et rapidement, on sent qu'il y a une attirance entre eux et tout simplement, le premier épisode va raconter très classiquement leur première rencontre. L'intérêt principal de la série, c'est que chaque épisode se passera au Nouvel An, c'est-à-dire que entre chaque épisode, il y aura un an de battement, et c'est à nous ensuite de raccrocher les wagons sur ce qui s'est passé dans l'année écoulée, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble, où Est-ce sont qu'ils ont appelé leur maman à 1h du matin ou pas? voilà, tout ça. exactement. Alors évidemment,
sur ce côté-là, est-ce qu'ils sont toujours ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble. Sorogoyen joue un petit peu dans sa mise en scène, puisque quand on commence par exemple avec le 2e épisode, je crois qu'on commence avec Oscar, si je ne dis pas de bêtises, et on voit qu'il est en train de parler à une jeune fille, et on se dit mais est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle. Évidemment il en joue un petit peu, puisqu'il tu la vois passer de dos, un peu loin, flou. Bon, ça dure quelques minutes. Le doute, évidemment, il va vite s'estomper. Et évidemment, c'est un gap qui est presque frustrant parce que les personnages sont quand même, mine de rien, extrêmement attachants, extrêmement réalistes. Mais c'est aussi un petit jeu de piste assez ludique où on se dit, attends, parce que là, il a parlé de cette meuf. Mais cette meuf, elle a changé de coupe de cheveux en un an. Est-ce que c'est toujours la même ? Ah oui, c'est la même parce qu'elle a toujours son piercing, machin et tout ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même plutôt assez rigolo. Et c'est évidemment brillamment écrit par Sorogoyen, qui est accompagné cette fois-ci de 2 scénaristes dont j'ai noté le nom et je crois que c'est un peu leur premier travail, Paola Fabra et Sarah Cano. Je voulais quand même les citer pour pas dire que c'était qu'un truc de mec, en fait, globalement, et qu'elles font elles aussi un très bon boulot. Donc au casting, des têtes qu'on a déjà vues si vous êtes des habitués des séries espagnoles, puisque Anna est jouée par Iria Del Rio, qui a occupé pendant très longtemps un des premiers rôles de la série Les Filles du câble sur Netflix. Les demoiselles au téléphone en français. Ah, les demoiselles du téléphone, pardon. J'étais sur la. J'ai fait vraiment la traduction. Elle était dans Antidisturbios aussi. Et voilà, exactement. Elle jouait une des flics dans Antidisturbios. Et Francesco Carril, qui lui a eu un film qui vient de sortir en salle, qui s'appelle La Reconquista, donc qui est un film qui date de 2016 et qui est sorti 10 ans plus tard en France. Donc ce joyeux mélange de talents, c'est une série que j'ai trouvé l'écriture exceptionnelle, où je me disais que vraiment Sorogoyen était vraiment très très fort dans les scènes de dialogue, où ça m'a fait par moments dans l'intensité penser au début de Madré, où on a juste l'actrice principale qui est au téléphone en train de perdre son fils en plan séquence et tout, des choses comme ça. Le dernier épisode est un plan séquence jusqu'au plan final, enfin jusqu'à la séquence finale, et où juste tu te dis les acteurs sont absolument hallucinants d'avoir retenu autant de textes et d'avoir juste... C'est leur métier, Alexandre. Ouais, mais ça dure vraiment 45 minutes et ils enchaînent comme ça d'un naturel juste phénoménal. Et c'est aussi une série qui est presque documentaire, puisque forcément on s'identifie aux personnages, on s'identifie à leur passage dans la vie, à quel moment ils sont dans leur relation. Et au final, c'est un peu la version madrilène, c'est très espagnol, c'est une série qui parle beaucoup, qui est très verbale, très rapide aussi. Évidemment, de la trilogie Before de Richard Linklater, à laquelle on pense forcément. On a un film tous les X années où il se passe presque 10 ans. Plus aléatoire, je crois que c'est aléatoire. Ouais. Et où c'est juste un couple qui parle et on doit un peu raccrocher les wagons entre eux, quoi. Et moi, c'est mon gros coup de cœur de cette série. Je sais que je suis pas seul à l'avoir vu, je l'ai vu en entier, mais vous êtes plusieurs à l'avoir vu autour de la table. Oui, moi je l'ai vu. Alors j'ai vu que la moitié, je me suis arrêtée parce que je pense parce que c'est très intense comme série. Quand du coup j'ai dû voir la moitié des épisodes en 2-3 soirs. Voilà, j'ai un peu enchaîné et du coup voilà, je pense que le travail m'a rattrapée et le fait d'aller me coucher. Mais j'ai trouvé cette série géniale. Je m'étais dit ok, je verrai la fin quand je récupérerai une vie un peu plus normale. Ouais, c'est une super série. Ouais, c'est effectivement très intense. C'est vrai que en fait, c'est juste les scènes de couple sont tellement réalistes et même leurs disputes, enfin, ça te renvoie finalement 30 ans de ta vie à la gueule, quoi. Oui. Un petit peu. Oui, et puis on est loin de la romance ordinaire. Ils mettent du temps à se trouver. Enfin, ce qui est plus la vie dans la vraie vie, voilà, ça se passe comme ça. Donc non, on est et puis on est embarqué avec eux. Ils sont hyper attachants, les deux à leur manière. Après, j'ai pas vu la fin. Voilà. Il y a combien d'épisodes ? 10. C'est sur 10 ans. Oui, j'ai oublié de préciser, ça va de leur 30 à 40. Ouais, ça je sais compter quand même. Mais, ouais. Non, mais... Et c'est daté d'ailleurs, il y a une année au début, sur le premier épisode, on sait à peu près quelle année on est, en 2010, je crois. 2004-2024. Ouais, et du coup, voilà, on sait à peu près où on est dans la chronologie. Okay. Et ouais, moi j'ai vu pareil la moitié. Il se trouve que moi je trouve que comme c'est un épisode par an, ça se binge pas forcément en fait. T'as plutôt envie de faire des pauses et
pareil. Tu vas prendre 10 ans à regarder la série. Non, mais le hasard de la vie a fait que c'est pas La une série façon dont Sorogoyen veut le regarder, en fait. C'est pas une série à suspense où t'as forcément envie d'enchaîner des épisodes en 3 soirs. Tu veux occuper tes 10 prochains nouvel an en regardant cette série-là? Je pourrais faire ça. Non, mais Nouvel An, ça me faisait chier, ça tombe très bien. Ce qui est assez cool d'ailleurs dans la manière de gérer le Nouvel An, c'est que, en tout cas moi dans ce que j'en ai vu, à chaque fois ils trouvent un moyen différent. Donc le premier c'est dans un bar, il y a un réveillon entre potes à la maison, dans une maison de campagne. Il y a un épisode qui se passe le 1er janvier et pas du tout le 31 décembre. Il y a quand même un épisode où ils font le Nouvel An avec leurs parents. Et moi, donc, je me dis, dans quel monde tu as envie de faire le Nouvel An avec tes parents? Et il y a effectivement. Alors, ça arrive. Dès qu'on a des enfants, c'est beaucoup plus. Pas On salue les parents d'Alex qui nous écoutent. Donc, même si le contexte temporel est tout le temps le même, ils arrivent à vachement jouer autour de ça et c'est pas que des teufs. Oui. Voilà. Et c'est soit le 31 décembre, soit le 1er janvier. Il y a un épisode qui commence le 1er janvier, donc c'est pas non plus. Voilà. Et si par hasard il y a des auditeurs qui connaissent un peu Madrid, c'est assez marrant à regarder parce que moi j'ai reconnu des endroits que je connais, donc j'aime bien ça dans les séries, m'y retrouver un petit peu géographiquement. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'est. Vas-y, moi je te rends la parole. C'est 10 épisodes, c'est dispo sur la plateforme d'Arte, donc c'est gratuit. Ouais. Et ça c'est cool. Et franchement, de toute façon, si jamais vous avez déjà vu les films de Sorogoyen, notamment Asbestas, bon, c'est quand même très différent, mais c'est très verbeux et très dans les dialogues, et c'est juste brillant. Moi, j'ai trouvé ça brillant. Voilà. C'est chaud. Non, ça m'a presque donné envie de reprendre. Je pense que vas-y. Je vais m'y recoller. Allez, arrêtez. Salaud. Allez voir la fin. Ça te dérange si on finit le podcast d'abord? Je sais pas. Vous voulez pas vous barrer? Non, c'est pas vrai. En plus, c'est vraiment. Le mec est un monstre depuis le début du podcast. On fera une partie 2 dans un an. On n'enregistre pas chez moi, donc je peux pas vous foutre dehors. Comme c'est un podcast qui est bien organisé, on le fout lui dehors et on regarde ce qui se passe. Comme c'est un podcast qui est bien organisé, on va rester dans la langue espagnole. Ah putain, j'étais sûr que tu allais la faire cette transition. Je l'ai vu quand tu m'as dit l'ordre du sujet, je me suis dit c'est pas le même pays. Voilà, c'est pas le même pays. Non. Tu voulais, Julie, nous parler d'une BD argentine. Oui. Spaghetti Brothers, la série. Alors, c'est une vieille série. Quand César m'a dit de quoi t'aurais envie de parler ce soir. Il se trouve que donc, je l'ai achetée quand elle est parue en France. C'est une BD qui vient d'Argentine à la base. J'ai adoré et maintenant je la relis tous les 5 ans, 10 ans. Elle est dans ma bibliothèque et je l'ai relue il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je me suis dit, et il se trouve que c'est une BD que j'ai offert souvent, que j'ai conseillé, et donc je me suis dit pourquoi pas cette BD. Le pitch, en fait, c'est l'histoire c'est une saga familiale. On suit les aventures de la famille Santobucci, qui arrive, donc ça démarre la série comme ça. C'est les souvenirs de l'aîné, donc c'est une fratrie de 5 personnages. La famille arrive aux États-Unis, c'est une famille d'Italiens qui arrive aux États-Unis, et la mère donne naissance au dernier né et meurt en couche. Voilà. Et donc par la suite, on va les voir évoluer, grandir et devenir adultes. Voilà, et l'aîné devient un mafieux, un chef mafieux, qui tue les gens comme il prend son petit déjeuner. Le second devient prêtre. Et bénit les gens au petit déjeuner. C'est ça. Sa sœur jumelle. Sacré petit déj quand même. Sa sœur jumelle devient et mère au foyer, mais on découvre assez rapidement qu'en fait la nuit elle est tueuse à gages. La quatrième donc, est une actrice, une star, et un peu osée pour l'époque, parce que ça se passe dans les années 30, je ne sais pas si je l'ai dit. Et le dernier choisit le métier de policier, sachant que son frère aîné est un mafieux. Voilà. Et il le sait. Oui. C'est quand son frère aîné est un mafieux. Oui. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que globalement, ils se détestent tous les uns les autres, mais il y a un lien entre eux qui fait que quoi qu'il arrive, ils se protègent, alors qu'ils sont radicalement pas d'accord. Voilà. Et donc, on les suit dans leurs contradictions internes, dans comment on s'arrange avec sa famille. C'est hyper drôle. Franchement, on se marre bien. C'est entre le polar et l'humour noir.
C'est de la satire, c'est de la satire sociale. Et puis il y a le dessin. Enfin, moi j'aime beaucoup ce que font. En noir et blanc. En noir et blanc, voilà. C'est le mandra final le dessin et voilà, c'est très détaillé. Alors on est dans la caricature, ça va loin. Donc les visages sont très détaillés aussi, les décors, c'est très beau. Voilà. Et puis je ris beaucoup, même après 5 fois. Voilà, je ris toujours. Il y a 4 tomes. Alors il y a 4 tomes. Moi j'ai acheté les 4 tomes, mais ça a été réédité. Ouais, ça a été réédité sous 8 tomes. Et puis maintenant il y a une intégrale qui a été voilà. Et moi j'ai la version noir et blanc, mais elle a été rééditée en couleur. En couleur. Et tu l'as lu en couleur? La couleur non. Non. Je l'ai offert, mais je l'ai pas à la maison quoi. Tu l'as pas offert en te bouchant le nez, ça va? Non, ça va. C'était pas un blasphème absolu. Non, c'était assez bien fait, enfin, dans mon souvenir. Les déjeuners dominicaux doivent être sympas. C'est très très drôle. Et puis ils ont tous une morale douteuse, y compris le prêtre et le flic. Surtout, C'est souvent les pires. Bref. Quoi, tu connais les flics toujours Hein Oh. Jean-Victor, tu parles. Alors, il y a un truc qui m'a un peu surpris, c'est que on a fait une centaine d'émissions et tu clôtures toujours avec de la musique ou du jeu vidéo. Et là, subitement, une petite envie. Non, je veux parler de cinéma aujourd'hui. Ça m'arrive de temps en temps quand Est-ce même. que Il a fait son Mathieu Gaillet. Est-ce Vous que vous souvenez ce de Mathieu serait Gaillet, pas tu vois parce que Sam Raimi revient? Exactement, tout à fait. Le début d'année était un petit peu timide pendant quelques semaines et soudain est arrivé de nulle part un bon vieux copain. Ce bon vieux Sam Raimi, alors pour préciser, pour les gens qui écoutent et qui ne savent pas qui est Sam Raimi, vous avez a priori vu un de ses films, puisque c'est le papa de la trilogie Evil Dead d'origine. La saga continue aujourd'hui, il est toujours producteur de la saga d'ailleurs, mais c'est lui qui avait fait les 3 premiers avec Bruce Campbell, et c'est surtout lui qui a un petit peu lancé ou mis sur des bonnes rails le cinéma de super-héros américain, puisque c'est lui le papa de la trilogie Doctor Strange 2. Il a aussi fait ça. J'aime bien d'autres. Je vais y venir, mais c'est lui qui a fait la trilogie Spider-Man avec... Andrew Garfield. Ah non, merde. Non. Non, il y en a eu Tom deux. Holland. Ah merde. Non, toujours pas. Vas-y, tu vas y arriver. Tobey Maguire. Tobey Maguire, exactement. Allez, ça va. Donc la trilogie des années 2000. Et donc notre ami Sam Raimi, effectivement, tu l'as dit un petit peu César, ça faisait un moment qu'on le voyait plus trop, parce qu'après la trilogie Spider-Man, qui s'est, on le rappelle, quand même pas très bien terminée, parce que Spider-Man 3 est un film à problème avec les producteurs qui avaient mis la main mise un peu sur le film et ça se sentait un peu. Après, il avait fait Jusqu'en Enfer, qui était un petit film d'horreur cool. qui était absolument génial. Et on se disait, cool. bah c'est cool, en fait, il va revenir à des petits films, etc. Et depuis, il a une carrière en fait de producteur très prolifique. Il a notamment produit Crawl de Alexandre Aja, dans les trucs bien, parce qu'il a aussi produit un nombre de merdes incalculable. Mais il a fait peu de films depuis, en 15 ans, puisqu'il avait fait Le Monde Fantastique d'Oz, qui était le prequel produit chez Disney, avec James Franco dans le rôle du magicien d'Oz. C'était correct, mais... Qui était sympa, mais qui On était a pas tous non plus... oublié, quoi. On l'a un peu tous oublié, c'est vrai. Et il a fait un petit film à 200 patates il y a 3 ans, qui était Doctor Strange 2. Alors, je sais plus c'était quoi le titre exact, Doctor Strange, Multiverse of Madness, machin. Ouais. Film accueilli de façon à peu près correcte, sans plus, ça n'a pas provoqué non plus Un des peu émois. plus que les autres, quoi. Et pour la simple et bonne raison que c'était pas terrible du tout, Ouais, pour rester ça poli. va. On a tous des traites à payer. Ça va. Et Et puis il a pu faire son film après. Ce qu'on sait en coulisses, alors publiquement, il dit ouais, je sais bosser pour Marvel, c'était sympa. Ce qui se dit en coulisses, et je peux moi-même confirmer pour avoir eu la parole de gens qui sont très proches de lui, c'est que, je cite, à la fin de la prod, c'était une coquille vide, Sam Raimi, et il a détesté l'expérience parce qu'en réalité, il s'est fait bouffer par Marvel et il n'a pas vraiment pu faire le film qu'il voulait. Sans blague, ça se voyait à peine devant le film. Ah, n'est pas Peyton Reed qui veut, hein. Vraiment, on voyait pas sa patte pendant 45 minutes et c'était triste. Et du coup, Sam Raimi, visiblement, il avait des comptes à rendre. En tout cas, déjà, il revient avec un film, donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Un film qui s'appelle Send Help, parce que j'ai toujours pas dit le titre, qui est donc sorti au cinéma début février, qui est avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien, si je dis pas, si j'écorche pas son nom. Brian, je sais jamais. Brian, voilà. Qui est connu pour avoir joué dans Teen Wolf. Oui, et dans le labyrinthe aussi. Excuse-moi, Ah oui, c'est vrai. le clip de Taylor Swift, All Too Well, 10 minutes version. Hein. Il joue avec Sadie Sings et il joue la version de Jake Gyllenhaal.
non officiel. Voilà, les gens qui ont voilà. traduit cette phrase, pas moi. Mes Swifties sûrs. Les Swifties sûrs. T'as pas mis tes bracelets? Ah si, il y a Si, un petit j'en ai bracelet mis, chez bien. Kitov, c'est bon. Et donc ce petit Sanel, qui est un film vendu comme un truc horrifique, c'est plutôt une comédie, faut bien le dire. Le pitch est assez cool, et en fait, pourquoi est-ce que je raconte toute la vie de Sam Raimi avant? C'est qu'en fait, c'est assez révélateur. Le pitch, c'est une employée qui est donc jouée par Rachel McAdams, qui bosse dans une énorme boîte, on sait pas trop de quoi d'ailleurs, mais qui bosse à la compta, qui passe sa vie à faire des chiffres et des tableurs Excel et des mathématiques très complexes. Ça a l'air génial. Elle fait de la Pour le gestion moment, c'est une financière. comédie romantique pour Julie. Et donc du coup, cette dame s'est dévouée corps et âme à son entreprise. On comprend très vite qu'elle est seule dans la vie. Elle vit avec un perroquet chez elle, et sinon, elle est dévouée corps et âme à son boulot. Et on comprend que l'ancien patron de la boîte lui avait plus ou moins fait miroiter un poste important de coprésidente, et que ces années de dévotion allaient finir par payer. Manque de peau, le monsieur en question délègue la présidence à son fils, qui est donc joué par Daniel Bryan. Et ce jeune homme tout fragant et bien sapé qui débarque, en fait, elle comprend très vite qu'il n'en a rien à cirer d'elle, que tout ce qu'elle se démonte pour sa boîte, et qu'en fait, elle n'a absolument aucune reconnaissance, et que ça va pas s'améliorer, au contraire. Et que en fait, les gens la regardent comme une espèce de vieil échec et de vieil relou, alors que pour le coup, c'est un rouage hyper important de l'entreprise, et que donc elle est un petit peu dans une impasse. Sauf que, par un concours de circonstances un petit peu rigolo, ils partent en voyage d'affaires en Asie, et l'avion a un petit problème puisqu'il se crache, et qu'il n'y a que 2 survivants, elle et son patron. Et ils échouent sur une île déserte. Sachant que Et le patron est blessé. Et elle est une énorme fan de Koh-Lanta. Elle est fan de, alors c'est vrai, elle est fan de Survivor. Survivor, ouais. C'est un élément qui est le Koh-Lanta US, et qui est beaucoup plus vénère, je crois, que Koh-Lanta. Et que, en fait, dans ses hobbies, elle adore tout ce qui est apprendre à faire du feu, des machins et trucs. Donc évidemment, tu la bombardes toute seule sur une île déserte. Elle vit sa meilleure vie. Elle va se démerder. Ouais. Et le mec, qui est un connard absolu, et qui en plus a grandi avec une petite cuillère en argent, et qui arrive avec la jambe pétée, et il va avoir besoin d'elle. Et donc tout le principe du film, en réalité, parce que je vous ai mis du temps à vous pitcher, mais évidemment la base du scénario et le fait qu'ils arrivent sur l'île, ça prend même pas 15 minutes. Tout le principe du scénario, c'est donc jouer sur cette inversion des rôles, et à savoir ce mec qui a méprisé cette nana toute sa vie, même s'il la connaît pas depuis très longtemps, d'un seul coup, elle va devenir absolument indispensable pour lui, et sachant qu'il va essayer de réinstaurer une espèce de hiérarchie et de distance dans les relations, en mode je suis ton boss, et elle va le regarder en mode mec, on est sur une île déserte. Tu vas bien fermer ta gueule. Et donc voilà, tout le film, tout le concept du film repose sur ce jeu d'inversion sociale des rôles. Et déjà, c'est pour ça que je retraçais la vie de Sam Raimi et sa carrière récente, et notamment son parcours chez Marvel. C'est assez facile d'y voir un truc un peu méta, où clairement il explique que les petites mains dans les entreprises, qui parfois sont un peu discrètes, elles sont absolument indispensables, et que les patrons qui se réapproprient tout en leur nom, des fois il ferait peut-être mieux de la fermer un petit peu et d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues. Et le film est un espèce de jeu, c'est pas un jeu de massacre parce qu'ils vont pas se buter, mais qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et évidemment c'est une île déserte, enfin c'est une île paradisiaque comme une nulle part, donc il va y avoir il va se passer des choses. Il y a notamment tout un épisode avec un sanglier, et parce qu'il faut bien bouffer, avec notamment les herbes, parce que on est sur une île sauvage, donc la moitié des herbes sont pas empoisonnées, mais peuvent être un peu venimeuses, etc. Toxiques, merci, je cherchais le mot. Et donc voilà, il y a cette relation, ce duo complètement improbable, qui va commencer à devoir apprendre à vivre l'un avec l'autre, sachant que leurs rapports sont complètement chamboulés, et que monsieur va devoir baisser d'un ton, et elle va devoir se réimposer. Et en fait, ce qui est assez génial dans le film, c'est qu'on pourrait se dire, c'est une espèce de lecture assez simple du capitalisme et de la société, du monde de l'entreprise moderne et du management toxique, mais c'est Sam Raimi. Et Sam Raimi n'est pas un type qui fait les choses de façon classique. C'est toujours quelqu'un qui est un peu un sale gosse dans le fond, qui est un peu méchant. Pour vous donner un exemple très simple, citez-moi un film de super-héros dans lequel le héros en prend autant plein la gueule que Peter Parker dans les films de Sam Raimi, notamment le premier, où à la fin il finit avec le costume déchiqueté, il se fait dépouiller dans tous les sens, enfin vraiment il prend cher le pauvre, et dans le 2 on n'en parle même pas. Donc Sam Raimi aime bien mettre un peu ses personnages en difficulté. Et là, c'est encore le cas. Et en fait, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il pourrait faire juste un film où il dit la pauvre petite employée qui s'est fait rouler dessus toute sa vie, et pour le coup, cool, elle va pouvoir se venger de ce méchant mec.
il veut pas faire un truc aussi simple que ça, notamment parce que la façon dont il écrit les relations dans le travail et le fait que le type est une ordure, il est plus subtil que ça et il montre que c'est un type qui arrondit les angles et qui maintient les apparences alors qu'en fait en coulisses et à porte close c'est un connard, mais évidemment on est dans le monde de l'entreprise donc du paraître, donc il le dépeint par petites touches comme un salopard, mais c'est pas hyper, enfin il est pas détestable. On n'est pas dans une quoi. caricature d'entrée de jeu en mode regardez les patrons c'est des cons, tu vois, non, plus subtil que ça. Et il fait exactement la même chose avec le personnage de Rachel McAdams en disant bon, elle est un peu chez père quand même cette dame, c'est pas pour rien qu'elle arrive à survivre sur une île déserte, parce que bon, il y a aussi un truc de solitude et de fait qu'elle a beaucoup trop regardé Survivor, mais déjà il réhabilite Survivor en disant bah, les gens qui bouffent que du Koh-Lanta ils peuvent apprendre quand même des trucs. Mais en fait ce qui est assez génial c'est qu'elle a aussi du même point de vue, enfin dans le même sens que lui, elle a un truc égoïste et elle va quand même petit à petit de prendre ses aises avec sa position de bah, sans elle le mec va mourir, et elle va en abuser. Et en fin de compte ce que tisse le film en filigrane, c'est que le capitalisme et cette machine monstrueuse crée des individus absolument monstrueux à tout bout de champ, et qu'en fait ça crée de l'individualisme extrême. Et donc en fait là où le film est surprenant, c'est qu'elle n'est pas non plus à sauver à tout bout de champ. Elle a des mauvais côtés et en fait ça révèle aussi des trucs absolument monstrueux chez elle, et donc le film arrive à pas tomber dans un manichéisme basique et à dire attention, en fait ces gens-là dans un cas comme dans l'autre sont des rebuts d'un système monstrueux et du coup c'est un peu des monstres tous les deux, et donc le film est beaucoup plus malin que par exemple un truc comme Sans filtre auquel le film fait vachement penser, parce que Sans filtre terminé sur une île avec inversion des rapports sociaux etc. Mais là où Ruben Östlund avait un petit peu une espèce de condescendance vis-à-vis de son sujet, ou en tout cas de complaisance avec la classe supérieure ou noble, Sam Raimi, en fait, tu sens que à la fois il est très content de faire ce film-là et il s'éclate avec Rachel McAdams, qui a jamais eu un rôle aussi libératoire, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, elle est à 400% dans le film, et vraiment, elle se donne à fond. Et en fait, il l'expliquait, et c'est là aussi où le parcours est un peu méta, que quand il avait fait Doctor Strange, il avait rencontré Rachel McAdams, qui avait un petit rôle dans le film parce que c'était la copine de Doctor Strange, mais que c'était un rôle à 3 pauvres scènes, quoi. Et que lui était vachement frustré de cette rencontre, en ayant compris que c'était une comédienne hyper talentueuse, mais que là, en l'occurrence, il avait rien à lui faire bouffer parce que elle avait 3 pauvres scènes. Et il avait dit, enfin en tout cas c'est ce qu'il raconte en promo, que il s'était dit il faut que je fasse absolument un film avec cette actrice-là parce qu'elle a un talent de fou et elle a une palette hyper large. Bah, pour le coup, c'est là aussi où Sam Neill peut une très bonne surprise, c'est que c'est un terrain de jeu absolu pour Rachel McAdams, et qu'elle montre un versant plus pervers et plus nuancé de son rôle, parce qu'elle a quand même souvent des rôles de nana un peu sympa et un peu lisse, et souvent des comédies romantiques, des trucs comme ça, et là justement elle a une palette de jeux absolument monstrueuse et elle peut aller dans des versants beaucoup plus nuancés, beaucoup plus sombres, et elle le fait, tu vois qu'elle bouffe l'écran et qu'elle est heureuse de le bouffer, et qu'en fait on lui a donné un rôle taillé pour elle et pour s'éclater, quoi. Donc de ce point de vue là c'est aussi hyper réjouissant. Et en plus d'être bien écrit et bien joué, le film, en fait, c'est la réunion de beaucoup de gens qui ont travaillé sur les films sur les Spider-Man. On retrouve Danny Elfman à la musique. On retrouve très super musique d'ailleurs. Ouais. On retrouve Bill Popp à la photo. C'était lui qui avait fait les Spider-Man. Et on retrouve notamment le monteur qui s'appelle Bob Rozowski, je crois, des Spider-Man. Donc en fait, c'est un peu la réunion des gens qui ont fait les Spider-Man de Sam Raimi, avec évidemment Sam Raimi à la barre. Et pour le coup, les scénaristes, par contre, sortent un peu de nulle part. Mais je pense que Raimi n'est pas du jeu. Enfin, à mon avis, il a un peu réécrit le truc à sa sauce. C'est souvent ce qu'il fait sans être crédité. Donc voilà, Sam Raimi is back. Et si vous, comme beaucoup de gens, vous en avez marre du monde de l'entreprise et vous trouvez que le management c'est un peu de la merde, vous allez quand même prendre beaucoup de plaisir, sachant que c'est vendu comme un truc un peu horrifique. C'est avant tout une comédie, c'est hyper drôle. C'est assez peu horrifique en fait. Et c'est cartoon en fait. C'est plus gore par moment. Mais même pas en fait. T'as vraiment. Il y a deux, trois petits moments. Oui, il y a 2-3 effusions de sang un peu vénères. Mais c'est en fait c'est très. C'est aussi le truc, c'est que le film est pas très réaliste, même dans son approche, dans son jeu. Slapstick même par moment, dans certains trucs. Et Sam Raimi, c'est quelqu'un qui vraiment, et c'est là aussi c'est très chouette de le retrouver, c'est que c'est quelqu'un qui pratique le cartoon, l'espèce de décalage un peu plus grand que nature, notamment l'île. On a vraiment l'impression de voir une île de jeux vidéo avec il y a vraiment littéralement une statue de croix à un moment, enfin il y a des trucs un peu marrants. Et c'est totalement assumé, et notamment le film n'a pas coûté très cher et ça se voit un peu, il y a des incrustations un peu foireuses sur les décors, il y a une créature numérique qui est le fameux sanglier qui est un peu foireuse. On voit 5 secondes. Mais en fait la mise en scène et l'approche un peu décalée fait que ça passe, parce que ils n'avaient pas le budget pour faire ça de façon photoréaliste absolue, c'est pas très grave en fait vu l'approche du film. Et on retrouve ce ton un peu de sale gosse et un peu pété du casque, comme on a aimé dans les Evil Dead, comme dans les films qu'il avait fait avec les frères Coen au scénario, etc. Donc ça m'a de retour et ça fait plaisir. Et en plus, je crois que ça marche bien au box-office. Et que il a fait un gros démarrage aux États-Unis. Ouais. Les avis sont
bien positif et tout, donc j'espère que ça sera cool. Trop bien vendu. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vous a Ouais, moi, ça convaincu m'a donné d'aller au envie. cinéma? Alors, d'aller au cinéma, oui, de pouvoir y aller, c'est Oui, après, autre chose. ouais. Mais ouais, grave, très envie. Ouais. Ah, c'est pareil, moi je l'ai vu, je trouvais ça Ouais. hyper bien. Bon, en plus, j'ai pas grand-chose à j'adore rajouter. Rachel McAdams, donc Ouais. hyper Mais content moi de l'avoir dans un rôle j'aimais comme déjà ça. bien Dylan O'Brien et je Ouais. trouve que le rôle lui va bien. Lui, à la limite, il est bon, mais je le trouve pas non plus remarquable. Ouais, En fait, tu dis un peu interchangeable, quoi. On a personne n'importe qui d'autre. Quoi. Mais ouais, ça, Mais elle bouffe l'écran, c'est impressionnant, quoi. tout fonctionne bien, il y a des super idées tout le temps. Et c'est le truc, c'est que c'est hyper drôle. Enfin, moi, ça faisait longtemps que j'avais Hyper pas vu une drôle. salle se marrer Ouais, la salle devant se un marre film bien. comme ça, quoi. Bah, ça valait Ah oui. bien un switch de sujet jeux vidéo vers le cinéma. Voilà. Ça, dis donc. Alors, à propos de switch de sujet, justement, moi, quand je t'ai proposé César Switch, vidéo, non. de ce dont tu voulais parler, je me suis dit non, mais il va changer ses habitudes et parler de musique ou de. Et pas du tout, tu veux parler de fantaisie française pour changer. Ouais, fantaisie tout court, mais française dans le cas présent. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, hein. Et il s'avère que depuis 3 mois, je suis un peu coincé chez moi pour les raisons que vous savez désormais. Et j'ai un moment fait, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Je sais pas. Et heureusement, il y a une actualité qui m'a rappelé au bon souvenir de cette, attention, double trilogie de fantaisie française. Je vais faire comme Jean-Victor et je vais revenir rapidement aux origines du projet parce que l'histoire est amusante. César est né le. Non. Ça se passe aux éditions Aux Forges de Vulcain qui fait de tout, qui fait du contemporain, du thriller, de la fantasy et qui a la particularité de mettre tout ça sur le même, au même niveau en fait. Il n'y a pas de sous-littérature pour lui et donc il faut saluer le travail de David Meulemans. Et il a publié un bouquin de Claire Duvivier qui s'appelait Un long voyage que je n'ai pas lu mais qui avait fait parler de lui. Et au moment après que le bouquin ait bien fonctionné, lui demande, comme tout bon éditeur, qu'est-ce que tu as d'autre sous le coude? Et elle lui répond, ça va pas te plaire. Allez, c'est pourquoi? Parce que c'est une trilogie de fantasy. Ah ouais, bon, c'est plus difficile, mais pourquoi pas, j'en ai fait, donc vas-y, pitch-moi le truc. Ouais, mais si je le fais, ça va pas te plaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 2 trilogies de fantasy. On va peut-être en faire qu'une. Non, parce qu'elles sont entremêlées. Oh là, d'accord. Mais vas-y, raconte-moi. Ça va pas te plaire parce que la 2e trilogie, elle est écrite par mon conjoint qui a jamais écrit. Donc on imagine l'éditeur se dire oh là là là. Donc, et en fait, il a lu le premier bouquin de son conjoint, Guillaume Chamanadjan, et il a dit ah mais attends, on tient un truc là. Et donc l'histoire est la suivante. Le super cycle s'appelle La Tour de Garde et chaque trilogie s'appelle respectivement Capitale du Sud pour Guillaume Chamanadjan et Capitale du Nord pour Claire Duvivier. On est dans un monde très similaire au nôtre, mais à l'époque d'une Renaissance tardive. Et dans Capitale du Sud, on voit une espèce de ville similaire à Sienne, ou en tous les cas une cité-état italienne. Et on suit il y a un petit côté assassin royal dans le sens où on a un orphelin, on sait qui était son père, etc. Mais il est embauché par une des 12 maisons régnantes, et là il y a un petit côté Game of Thrones puisque chacun a son emblème, etc. Et on n'a pas de vrai boulot à lui confier, donc il va devenir assassin. Mais contrairement à l'assassin royal de Robin Hood qui a énormément de qualité, là en fait on me dit bon ouais, tu vas tuer quelqu'un une fois tous les 36 du mois quoi. Enfin c'est vraiment quand le jeu des trônes locales à l'échelle de la ville va le nécessiter. Et ce bonhomme va faire ce qu'on lui demande, hein, mais surtout son vrai boulot c'est commis d'épicier. Et donc l'intérêt principal pour moi de cette série, c'est il va vendre des trucs à des gens qui lui demandent des produits raffinés. Et c'est super cool parce qu'on a vraiment une série où les saveurs ont un sens en fait. C'est-à-dire que Guillaume Chamanadjan, il est allé à Sienne et il a voulu retranscrire en fait tout la fantasmagorie du lieu qu'il avait découvert. Mais derrière ça, évidemment, il y a une intrigue et ce monsieur qui est donc un jeune homme va découvrir que son ascendance, si son père est un
peu disparu des radars, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être qu'il est issu d'une maison qui a disparu sur le chose et il y a une intrigue politique. Mais derrière cette intrigue politique, il y a une espèce de complot avec un élément fantastique. Il va se rendre compte qu'il a un pouvoir et il peut traverser un plan pour découvrir un reflet de sa ville, un reflet un peu maléfique où il y a apparemment des créatures qui ne vaut mieux pas trop approcher. Et il se rend compte que quand il fait 2 pas dans cette ville, il en fait 20 dans la sienne. Et donc ce pouvoir va être partie prenante de son périple et il va se rendre compte que il a un rôle à jouer dans l'enjeu politique de sa cité. Mais ça, c'est que la première partie, puisque dans Capitale du Nord, il y a une autre jeune femme qui elle est de la très haute bourgeoisie et qui participe à un programme lancé par son père et quelques autres nobliaux qui disent voilà, les citadins de demain, ça va être un programme d'éducation intensif pour que nos enfants, les quelques enfants qui vont bénéficier de ce programme, soient l'élite de demain, mais une élite qui n'est pas qui n'est pas avec une cuillère en argent, mais avec des connaissances qui pourront gérer, administrer la ville demain parce qu'ils auront assimilé les connaissances qu'il faut pour le faire convenablement. Comme l'ENA. Non, pas du tout. Non. Non, il n'y a que 5 élèves, 3-4 élèves grand max. Et elle, de son point de vue, sait qu'elle est bien, qu'elle est bien née, qu'elle a de la chance, etc. Dans son intrigue à elle, elle découvre des artefacts, dont un miroir qui lui permet de voir le reflet de sa ville, qui s'appelle De Haven. Et donc, on se demande si, qu'importe qu'on ait lu d'abord le premier tome de Capitale du Sud ou Capitale du Nord, si le héros de Capitale du Sud, lui, a trouvé le moyen de voyager dans ce reflet, tandis que la héroïne de Capitale du Nord peut le percevoir. Et donc, de chaque côté... Alors, j'ai oublié de dire que Capitale du Nord est inspirée des Pays-Bas, donc c'est une ville portuaire où là, par contre, la gastronomie, on bouffe du hareng, quoi. Cette ville paraît plus froide. Il y a une dichotomie volontaire entre les deux. Et donc, il y a dans les deux villes, il y a cette volonté d'avoir un élément fantastique qui va se dessiner vraiment petit à petit et qui, à chaque tome, va s'amplifier de manière à se comprendre qu'il y a comme une espèce de partie d'échecs géante dans ce monde-là dont on ignore l'adversaire. Cette partie d'échecs, c'est pas une partie d'échecs, c'est une partie de tour de garde. C'est le nom de jeu de plateau qui est dans ce monde-là. Et donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Il y a les enjeux politiques dans la Capitale du Sud, il y a des enjeux politiques dans la Capitale du Nord, et il y a peut-être un surjeu auprès d'un adversaire qui, a un agenda beaucoup plus néfaste que les enjeux des politicaires de chaque cité. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on est un peu dans la mouvance de Jaworski pour une fantaisie française inspirée justement de l'histoire. Donc c'est l'auteur de Gagner la guerre et d'autres romans où vraiment on a une volonté de retranscrire une période historique fantasmée. Il y a un ancrage. Exactement. Mais par-dessus, il y a vraiment une intrigue où on se demande à chaque chapitre qui passe, ok, mais il a teasé un truc là, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc c'est extrêmement bien construit. Et évidemment, l'intérêt de cette saga, c'est que soit on peut lire l'intégralité de Capitale du Sud, puis l'intégralité de la Capitale du Nord. C'est ce que j'ai fait moi. Voilà, ouais. C'est pas fait dans l'ordre. Moi, l'ordre idéal, même s'il n'est pas, il n'y a pas d'enjeu à ne pas le lire comme ça, c'est tome 1 de Capitale du Sud, tome 1 de Capitale du Nord, et ainsi de suite. Parce que à la fin, ces deux personnages vont évidemment se croiser et se rendre compte qu'ils sont les pions d'une partie d'échiquier beaucoup plus vaste que ça. Et c'est pas c'est pas une série américaine dans le sens où il y a tout qui est tous les enjeux qui sont écrits en avance. Ça a vraiment été une construction parallèle de deux auteurs qui partagent leur vie en plus de leur passion et se sont dit alors t'as fait quoi là, t'en es là, d'accord, mais il faut que j'intègre ça dans mon récit, et ils se renvoient gentiment la balle au début mais de plus en plus vers la fin, et ça finit par se communiquer. Mais le tour de force, c'est qu'il n'y a pas un grand final. En fait, chaque série a son final à elle, et on peut très bien se passer d'une des deux séries. J'en parle pourquoi ? Parce que c'est une série qui a très bien marché, au point que là ils ont sorti une intégrale pour chaque série récemment fin d'année, mais au point aussi que là dans quelques jours sort un essai universitaire. En fait, il y a eu un colloque organisé autour de cette série là parce que elle est complètement hors norme, hein, en plus d'être très, très agréable à lire. En fait, c'est des bouquins qui font 300 pages et qui se lisent à tout bout de champ. Moi qui je suis venu à cette antenne il y a quelques années, à chaque fois avec un agenda
pour pousser les genres de l'imaginaire. Bah là, j'en avais pas lu depuis très longtemps et ce truc-là me fait dire, je vais pas lire 6 bouquins quand même. Et j'ai tenté en audio le premier tome et j'ai fait, ok, je suis partant. Premier tome de Capitale du Nord où là j'ai un peu plus ramé, mais pour les raisons qui étaient évoquées, à savoir que c'est une héroïne plus froide qui a l'image de sa ville et qui est... Et puis qu'en plus t'arrives avec ton idée de la première partie et que ça le décasse complètement. La façon dont t'en parles, moi ça me fait penser à The Wire. Ouais. Qui est une série où chaque saison partait sur un lieu différent et la première saison en plus c'est vraiment le pilote, t'as l'impression que la série a commencé depuis 5 épisodes donc il faut constamment accrocher les wagons et quand t'arrivais à la saison 2 il cassait le décor, t'arrivais dans un autre coin de Baltimore, t'avais pas les mêmes personnages et t'avais l'impression de regarder une autre série et de réapprendre la logique à pédaler, etc. Et donc c'est un récit qui évidemment arrive à un tout et c'était extrêmement bien construit mais qui nécessitait de ta part de quand même casser tes habitudes et être capable de prendre les choses avec curiosité et être ouvert aux propositions. Quoi. Si tu le lis dans cet ordre-là, tome 1, tome 1, tome 2, tome 2, mais dans l'hypothèse où tu restes dans ton coin de bout en bout, en fait, tu commences un nouveau roman, clairement. Et tu te dis, ah mais attends, ce personnage-là, je l'ai vu dans peut-être le tome 3, 2. Des indices. Et en fait, les deux sens de lecture ont de l'intérêt. Là où c'est fort, au-delà des histoires qui se rejoignent, c'est que c'est super divertissant. En fait, chaque personnage et leur entourage deviennent des amis. En fait, c'est des personnages qui sont extrêmement bien construits et je parlais de la gastronomie pour Capitale du Sud, mais en fait, c'est très sensoriel comme série. T'arrives à imaginer le décorum de chacun des personnages et à te lier d'amitié avec leurs amis ou trouver leurs antagonistes. Chaque protagoniste a du corps, en fait. Et moi qui les ai lus en audio, en fait, je me dis que j'ai réussi à suivre très facilement parce que les narrateurs étaient très doués, donnaient un petit tic de langage à différents personnages sur le chose. Mais même sans ça, en fait, ça se suit très bien, c'est pas complexe. Et je suis assez épaté de voir qu'il y a eu un duo d'auteurs qui a été capable de tenir un challenge comme ça parce que je crois pas qu'on ait eu de projet aussi ambitieux. Enfin, j'en vois pas en tous les cas. Parce que sur le papier, la façon dont t'en parles, moi j'imagine le casse-tête où chez eux, c'est le mur avec des bouts de ficelle. Apparemment, comment tu construis un truc pareil, quoi. Quand ils en parlent, c'est non, mais on a fait chacun notre popote dans notre coin. Parfois, on se consultait pour un petit point de l'or et ils ont vraiment. Ils ont une. Ça, c'est Guillaume Chaman, le gens qui le dit. Ils ont vraiment une approche un peu comme un jeu de rôle en fait. Ça a été organique comme construction d'univers et parfois ils se donnaient des pistes. Disant, tiens, je vais parler de ça. Fait ce truc-là, je peux peut-être l'utiliser dans mon truc, mais le twister de telle manière. Et au final, il n'y a pas un final avec un grand éclat, mais quand on finit les deux trilogies, on est content d'avoir 2 épilogues de 2 histoires conjointes qui s'entremêlent, mais le fait que ce soit entremêlé, c'est pas important en fait. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le yin et le yang finalement c'est la chaleur et le froid. Ah putain. Et du coup, moi je conseille juste aux gens qui ont un peu de bouteille en littérature de l'imaginaire de lire le début de Capitale du Sud. Et c'est très bien fait, on rentre dedans assez rapidement. Je sais même pas s'il faut avoir de la bouteille. Non, parce que c'est vrai que c'est fait... Tu rentres assez vite dedans, je trouve. Pour le coup, ça t'embarque. Enfin, pour le coup, j'ai commencé par Capitale du Sud et moi, ça m'a embarqué direct. Après, oui, je suis une lectrice, mais je pense qu'il y a moyen de lire, même quand t'es pas un fan de fantasy à la base. Ouais. Oui, parce que les thèmes évoqués sont ceux de l'ouverture d'esprit. Et il y a un discours pro-immigration qui est indéniable très tôt dans le. Tu serais pas en train de dire que c'est un récit woke. Oui, on va mettre les pieds dans le plat. Oui. Vite débrancher le micro. Mais donc voilà, la Capitale du Nord et Capitale du Sud, respectivement. Et donc ça date de quand ? Ça a été dit, je crois que Grand Max, c'était il y a 2 ans que ça s'est terminé. Ouais. Ah, ok, ouais, donc c'est super récent. C'est frais, ouais. Je m'étais demandé, mais pourquoi Brajon n'a pas publié Je m'étais dit, mais c'est hyper bien pourquoi Brajon. Ah oui, à l'époque, t'étais encore là-bas. Oui, bien sûr. Mais donc voilà, une série qui peut effectivement, je retire ce que j'ai dit, qui peut plaire effectivement à des gens de tout horizon parce que c'est extrêmement fluide et agréable à lire. Ouais, et puis l'expérience de lecture, t'as envie, sur le papier, t'as envie de voir comment les deux choses se répondent. Moi ça fait très longtemps que j'avais pas lu de fiction et là, ça m'a beaucoup enthousiasmé. Et il y a un petit côté ambitieux, tu veux, malgré tout, même si c'est pas l'intérêt de cette double saga, le côté entremêlé interpelle et t'es content d'avoir l'information où t'as eu un indice. Ah, ça s'est retranscrit comme ça de ce côté-là. D'accord, c'est
Non, c'est un vrai le projet ludique sur le papier. Quoi. Ouais, exactement. Et donc, je suis très curieux de lire les autres travaux de chacun des auteurs. Maintenant, ils ont chacun leur. Alors, ils sont toujours ensemble, je crois, mais ils ont chacun leur projet. Ils vont vivre leur vie éditoriale. Éditoriale, ouais, c'est le mot que je cherchais. Ben, très bien, moi, ça m'a. Alors, pas convaincu de le lire parce que est-ce que j'ai le time de me lancer dans tout ça? Et toujours oui, aussi sympa, lui, ce soir. Mais en vrai. Oui, parce Audiobook. que plutôt que de regarder des séries à la con dans le métro, lis un livre. C'est moi qui dis ça alors que je lis un livre tous les 10 ans, mais. Puis moi, en ce moment, je me suis lancé dans l'Assassin Royal, donc c'est pareil. Là, C'est trop bien. c'est absolument phénoménal. J'ai un plaisir de lecture que j'avais. Arrête-toi au 6 français, ou donc au troisième intégral, et fais les Aventuriers de la mer après. Oui, j'ai chopé l'ordre de lecture et tout. Ouais, il faut. C'est encore mieux. Mais donc c'est pour dire, j'en ai pour quelques mois, quoi, voire années à découler tout ça. Peut-être qu'un jour on parlera de Robin Hood dans ce podcast. Elle mériterait. Moi, je vais continuer à parler de bouquins et j'ai la lourde tâche de clôturer. Je vais parler de bouquins et de BD parce que on parlait d'édition, d'une nouvelle maison d'édition qui sort de très beaux livres très prochainement. Mais je voulais aussi saluer l'arrivée d'un petit nouveau dans le monde de la BD, un éditeur qui s'appelle Morgan, qui a été fondé par un copain qui s'appelle Sullivan Rouault et que vous connaissez sûrement puisque vous avez vu son nom rattaché aux publications de iComics et de Mangetsu et que de toute façon vous avez entendu par le passé à ce podcast. Oui, il est déjà passé plusieurs fois. Nous parler de littérature et de littérature avec des images. Et Morgan a démarré avec 2 parutions, dont une BD qui s'appelle Terre ou Lune, d'une jeune autrice qui s'appelle elle-même Jade Ko, j'espère que je prononce correctement. Tout à fait. C'est sa 2e BD, et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors, j'y suis allé en ne connaissant pas du tout, je ne connaissais pas l'autrice, je me suis dit, un copain sort un bouquin, j'achète et on verra. Et là, en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Othello. Je vais essayer de ne pas spoiler le début, mais disons qu'il traverse un drame. Il passe par le pensionnat et puis on le retrouve quelques années plus tard. Et quelques années plus tard, il rejoint des potes qu'il avait eu avant. Il rejoint une association de passionnés d'ornithologie. Donc, il se charge d'observer et de cataloguer des oiseaux. Et on va le suivre dans des décors campagnards, bucoliques, des jolis villages, des grandes plaines. On va le voir observer des oiseaux. Alors, je sais que Jade Ko avait une passion pour l'ornithologie et qu'elle a failli devenir ornithologue. Et ça se sent à fond dans le bouquin, tellement les oiseaux sont dessinés avec précision. Moi, je vis à la maison avec une passionnée d'ornithologie aussi. Je lui ai montré des croquis, elle me fait « Ah, mais ça, c'est tel truc, ça, c'est tel oiseau. » La galinette cendrée. J'y connais strictement rien. Et j'étais là « Waouh, oui, donc c'est vraiment le dessin. » Elle t'a mytho, hein. Elle a ultra inventé un nom minutieux. d'oiseau. Moi, et je pense en fait- qu'ils inventent tous. Ils font semblant, ils sortent des noms en latin, ils racontent n'importe quoi, ce genre, d'accord? Non, c'est des vrais trucs, c'est hyper documenté. Enfin, c'est vraiment, il y a un gros travail fait sur ces oiseaux. Et on va suivre ces aventures. Et petit à petit, on va se dire qu'il y a des choses un peu bizarres. À un moment donné, on voit un train qui est pas du tout une forme de train de chez nous, alors que moi, je nous voyais, je sais pas, au début du 20... Oui, quelque part dans le campagne 20e Tu dis siècle. t'es en Bretagne ou dans le Jura et puis dans le paf, Perche, et tu vois, un tu truc vas comme avoir ça. un petit TER qui arrive, quoi. Et en fait, on va découvrir que cet univers qui est vraiment magnifique parce qu'elle a fait des planches assez zinzin. Ah ben, en fait, on est sur la Lune. Et tout le récit va être de comprendre à la fois, ça va interroger le lecteur sur qu'est devenue la Terre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'est si charmant et si mignon sur la Lune. Et aussi, en parallèle de ça, Othello, le héros, va chercher à comprendre à la fois le passé de ses parents, qui a conduit au drame. Et nous, on va découvrir un peu cette relation entre la Terre et la Lune à travers cette société qui a été recréée sur la Lune. Et on en revient à ce que je teasais tout à l'heure, une société où la culture est interdite parce qu'ils décident que... la musique, la littérature, les images qui bougent, tout ça, c'est mal, et que c'est ça qui a conduit à la déchéance de la Terre, et que donc il faut proscrire ça parce qu'il faut préserver la société qu'eux sont en train de construire. Et en fait, il y a un truc qui se dégage assez vite de cette BD. Déjà, vraiment, les planches sont très belles. Jade Ko, elle a fait ça à la main.
sur du papier, alors que D'accord, maintenant beaucoup ont cédé au dessin numérique sur tablette. Et puis en plus, sa première BD Zoc. Son peint. Sa première BD Zoc avait été faite justement en numérique. Et là, elle est passée au papier. Elle est vraiment passée au papier. Ça donne un rendu assez magnifique, évidemment. Hein. C'est peint, c'est plein de couleurs et tout. C'est vraiment très, très beau. Et puis, il y a vraiment un soin qui est apporté à ces décors, à la nature et à tout ça. Il y a une espèce de simplicité, je trouve, aussi dans les personnages et les péripéties. Et pour autant, tout ça dégage une émotion. Moi, à un moment donné, il y a une scène qui est teasée sur la couverture où on voit une espèce de statue géante d'un visage. Et j'ai trouvé... Il y a une richesse d'émotions. Moi, ça m'a foutu les larmes aux yeux. J'étais à la limite de pleurer dans mon lit en train de lire le truc. Je me dis, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose de ouf. Et puis, c'est hyper intéressant de voir aussi quelqu'un qui a imaginé une société qui est finalement quasiment post-apocalyptique. Parce qu'il s'est passé un truc sur Terre qui a fait que les gens sont arrivés sur la Lune. Et le post-apo, c'est pas forcément Mad Max, c'est pas forcément Silent Jenny de Mathieu Bablet, c'est pas forcément des trucs horribles où il n'y a plus rien. Ça peut être aussi une société qui devient mignonne et qui se met à étudier très très joyeusement les oiseaux. Donc ouais, j'ai trouvé ça vraiment génial. En plus, il y a plein de détails qui sont hyper intéressants dans la manière de construire l'univers où elle a glissé des petites choses. Je parlais d'un train tout à l'heure. Ils utilisent des espèces de scooters volants qui ressemblent à des vaisseaux issus de... Moi, ça m'a rappelé Moebius pour le design. Et il y a des petites choses aussi. Par exemple, elle joue beaucoup avec les genres des personnages où elle fait les garçons avec des cheveux longs et les filles avec des cheveux courts. Justement pour montrer que la société n'est pas celle de la Terre et que les codes sont pas les mêmes et que tout ça a été chamboulé. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis, j'arrive à la fin de la BD. Et en fait, c'est un tome 1. Et je le savais pas. Et je suis arrivé un peu avec ma frustration de « Ah, mais c'est pas fini. » Non, c'est pas marqué sur la quatrième de couverture. Mais si, c'est moi qui suis à l'ouest, hein, tu vois. C'est un tome 1 sur 2, il n'y en aura que 2. C'est moi qui suis à l'ouest. Je suis là, mais je voulais la fin. Et ça va... Voilà. Donc, ma petite frustration perso, mais vraiment, c'est... Comme diraient les jeunes, j'ai trouvé que c'était un gros banger. C'est un premier volume sur 2. C'est vraiment super. Si vous aimez la nature, les histoires bucoliques, les oiseaux, avec des noms latins. Les oiseaux. Il y a Mathieu Bablet qui a fourni une citation pour la couverture. Et moi, j'ai vachement pensé à lui parce que c'est vraiment à la fois l'opposé de son travail quelque part. Et en même temps... Il y a des liens, ouais. Il y a des liens, il y a la même émotion qui se dégage des deux. Je sais pas, si je devais oser une comparaison un peu audacieuse, je dirais que c'est peut-être le Carbone et Silicium de 2026. Ah oui. Voilà. Oui, sachant en termes de level de BD. Sachant qu'en termes de presse, c'est un délire. Enfin, Ouais, l'accueil critique est complètement délirant et tout le monde est en train de crier à l'album de l'année, quoi. C'est vraiment génial. Donc lisez-le, ça s'appelle Terre ou Lune et c'est sorti chez Morgan. Et qui l'a lu ici autour de cette table? Oh, on est plusieurs à l'avoir lu. Il est dans mon sac. Et voilà, il n'y a que je lis, mais je lui ai prêté là. Il y a un petit disclaimer pour être tout à fait honnête intellectuellement. Oui, on est plusieurs à travailler en free pour Morgan. Moi, je fais des vidéos pour eux. En fait, ils ont une politique où Sullivan voulait que les BD soient accompagnés par des petits making-of où on rencontre les auteurs et on découvre leur univers. Donc, on a une vidéo sur Terre ou Lune avec Jatko. Sur Terre ou Lune, notamment. Ouais, sur Terre ou Lune. Et vous travaillez sur les réseaux sociaux de la donc on a suivi une dose de loin. Ça pourrait être du full copinage un peu à fond, mais en vrai. Maintenant qu'on a dit ça, parce qu'il faut quand même bien le préciser, oui, en vrai, en plus moi j'ai eu la chance de voir Jade. J'aurais fermé ma gueule et j'ai eu la chance de voir Jade dessiner, c'est hallucinant. On l'a pas dit, elle a 27 ans, hein, donc elle a un talent hors norme, elle sort des gobelins et elle a d'ailleurs fait un teaser animé pour accompagner la bande dessinée. Et le teaser animé, c'est du Miyazaki, c'est juste hallucinant, ils l'ont fait à 5, c'est hors norme, quoi. Ça dure 1 minute et tu veux voir le film tout de suite, mais en attendant d'avoir le film, il y a la BD. Et si on met de côté de toute façon notre affiliation ou quoi à Morgan, etc., la BD est complètement folle.
Moi, ce que je trouve le plus fou, tu l'as dit, c'est beau, mais en fait, ce que je trouve dingue, c'est que non seulement elle arrive à créer des plages de couleurs et à créer des paysages qui sont renversants, mais elle arrive toujours, je trouve, à mettre de l'émotion dedans. Et il y a notamment une façon de mettre en image le personnage d'Othello dans ses grands décors et de mettre en scène sa solitude. Mais dès le début, c'est-à-dire qu'au bout de 3 pages, il y a notamment une petite case à un moment d'Othello de dos face à la nature. Et t'as un spleen dans cette page, enfin même dans cette case, mais qui est absolument... Ouais, elle a vraiment un truc, quoi. Et tu vois, même évidemment la scène dont tu parlais, qu'on voit sur la couverture, etc., c'est pareil. Enfin, moi, limite, je voyais la BD s'animer, quoi. Je me disais, mais au cinéma... ça prend 15 minutes alors que là ça prend 3 pages et c'est renversant et elle a un truc d'inclure de l'émotion et de créer du symbolisme extrêmement riche alors qu'en soi ça se lit avec une facilité déconcertante, c'est hyper accessible et effectivement ce qui est assez passionnant, bon t'as un peu spoilé en vrai sur où est-ce qu'on est, mais c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'en fait c'est dans le titre hein, oui il y a des indices évidemment, mais puis, en fait ce qui est hyper intéressant dès c'est le début quand même tu dis il y a un truc, c'est louche de la façon dont il parle, quoi. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que je trouve justement l'univers elle l'amène de façon hyper subtile, plutôt que de démarrer en mode nous sommes dans un monde, c'est organique en fait hein. C'est sur le parcours du perso, te permettre de découvrir en fait son monde en fait, quel qu'il soit, parce que je sais plus lequel de vous deux a dit, on a l'impression qu'on est quelque part dans au XXe siècle, mais on sait pas trop où. Apparemment il y a des noms français, etc., mais en fait il y a des couches d'indices qui te font dire ok, bon c'est plus compliqué que ça, c'est encore plus compliqué que ça, qu'est-ce que c'est que ce train, et en fait c'est très bien amené en fait, elle a un sens de la narration organique qui est indéniable en fait, Jade. Ouais, puis elle fait du world building, en tout cas elle construit tout le lore de son univers, etc., par petites touches effectivement, sans en faire des caisses. Et au fur et à mesure du bouquin, effectivement tu te dis ouah putain, parce que l'histoire qu'elle te raconte en toile de fond, parce que après tout le livre reste quand même centré sur le personnage d'Othello et son parcours intime, même si c'est un peu lié évidemment, mais par petites touches en fait elle te tisse un univers qui est colossal mais sans en avoir l'air, quoi. Et là-dessus tu te dis quand tu sais combien c'est compliqué de tirer son épingle du jeu et de créer des univers aujourd'hui sans tomber dans des références qu'on connaît déjà en disant oui bon ça elle l'a piqué là machin. Elle arrive, je trouve, en fait tu sens quelqu'un qui a effectivement bouffé du Miyazaki et plein d'autres choses, mais qui les a digérés et qui arrive à en refaire un truc qui a l'air complètement frais et complètement nouveau, quoi. Et pour le coup, tu vois, pour la petite anecdote, moi j'ai regardé le teaser à la maison et mon fils de 3 ans derrière, il voit le teaser, il regarde l'écran, il fait c'est Totoro. Et non, c'est pas Totoro. Et c'est aussi bien que Totoro. Ouais. Et donc et alors pour pallier à ta frustration, je peux t'informer que le 2e tome est en cours de dessin, il a été écrit en même temps que le premier, donc elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Ouais. À la fin arrive l'année prochaine, quoi. Mais j'ai eu la même frustration que Marc. Et en fait, moi je l'ai lu. Tu m'as dit que ce serait ton sujet, donc je l'ai dévoré ce week-end. Avec grand plaisir, parce que je savais en fait quelle était la vague de critiques positives qu'il y a eu au cours des derniers jours, hein. Jours, parce qu'il est très récent le bouquin. Sorti début février. Et ça rendait curieux. Et le seul défaut de ce bouquin, effectivement, c'est qu'on n'a pas l'histoire complète. Et c'est très bien que Jade ait le temps d'œuvrer sur la suite, et je pense sachant qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un tome de 300 pages, hein. Ouais, voilà. C'est quand même un beau bébé, quoi. Très bien, parce qu'en fait ça se lit de manière super fluide en fait, on s'ennuie jamais, alors que c'est très tant mieux, c'est très contemplatif, hein. Tu vois les décors très naturalistes qui peuvent te chanter littéralement aux oreilles, hein. Tu peux avoir des cigales, ouais. Exactement, ouais. Je peux difficilement par contre adhérer au discours BD de l'année, même pas que ça, parce qu'en fait l'histoire est incomplète en fait. Et je suis persuadé que la suite sera aussi bien, sinon mieux, mais je suis content qu'il y ait cette cassure justement pour il en faut, hein, des cassures, c'est subtil, hein, dans les œuvres d'art, hein. C'est que serait le Empire contre-attaque ou Matrix 2 sans Matrix 3, etc., tu vois, donc ça permet le temps d'assimiler la chose et de le relire. C'est pour raccorder avec ce que tu dis, en plus oui, c'est aussi un récit sur la frustration. Le personnage est frustré parce qu'il est en quête de trucs et les réponses qu'il trouve sont pas celles auxquelles il s'attend, et c'est encore plus deep que ce qu'il pensait, et c'est long, et il se prend des murs, enfin
Donc finalement, je pense que la pause, c'est presque même un projet artistique aussi, quoi. En tout cas, c'est cohérent avec le récit. Et on reconnaît très facilement dans Othello, hein, je pense qu'on revoit très facilement l'ado qu'on a pu être quand on suit son parcours, bon, qui est quand même pas simple, hein, ce pauvre bonhomme, mais c'est très facile de s'identifier à lui. Ouais. Au détail près que nous, on n'identifie pas les oiseaux. Voilà. Tu sais pas. Alors moi, je Alors, tu connais un Pervus clapot. C'est un lampadaire. Oui, donc c'est vachement bien, lisez-le. Non, en plus, il y a un prix de lancement pendant quelques mois, c'est 22 € au lieu de 27, je crois. Donc, pour vraiment un beau pas. 24 ou 24, mais voilà, c'est pas très cher compte tenu du beau bébé que c'est, quoi, parce que le bouquin est quand même assez volumineux et très beau. Et donc, vous savez reconnaître un Busard cendré ou pas du tout? Pas du tout. Il a les ailes. Tu as inventé ce nom. C'est complètement un oiseau. En plus, c'est un des oiseaux de la BD, d'ailleurs. Non, absolument pas. On va clôturer ce podcast, les amis. Ouais. On va souhaiter longue vie à la Belle Ouvrage. On va vous remercier d'être venus. Merci beaucoup. Non, c'était très cool de vous revoir et pour parler de ce bébé qu'on a en commun avec Julie. Et on vous remercie de votre accueil. Écoutez, avec plaisir. Pas à aller sur le Ulule. On va mettre le lien vers le Ulule et vers quelques images d'illustration. Comme ça, les gens auront l'occasion de voir comme c'est beau dans une bibliothèque. Oui, c'est ça. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à vous. Force et courage pour la fin de la campagne. Ça va bien se passer. Merci Jean-Victor et Alexandre. Merci à toi. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un prochain Happy Hour. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Bonus. Trax.